Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue à cette soirée exceptionnelle, soirée de lancement du mois du mentorat 2024. Je suis Raphaël Yem, magie de cette nouvelle année 2024. Il y a quelques instants, j'étais dans cet écran et maintenant je suis parmi vous au Conseil économique, social et environnemental. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Pourquoi je suis ici ? Déjà parce que j'étais moins cher que Thierry Marx et Daphné Burki. Plus sérieusement, pourquoi je suis ici ? Tout simplement d'abord pour vous féliciter. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans cette vidéo, mais je suis persuadé que ce que vous faites, vous ici, collectivement, et celles et ceux qui n'ont pas pu venir, va dans le bon sens, celui de la justice sociale, celui de l'équité, celui de l'égalité, celui du collectif, du faire ensemble, celui de la sororité, de la fraternité. Pour ça, vous pouvez vous applaudir très fort. Merci et déjà bravo. Dans quelques instants, ils sont ici, juste ici. J'aimerais aussi saluer nos interprètes en LSF, en langue des signes française, Stéphane et Alexandre. Il y aura aussi notre codeuse Florence, notre codeuse LFPC qui sera là dans quelques instants. Pas besoin d'appeler la sécurité, ils ne sont pas en train de danser, ils sont en train de signer, traduire, accompagner. Donc ne les sortez pas s'il vous plaît, ils sont avec nous. J'aimerais vous dire aussi que cette soirée, c'est l'occasion de se retrouver en ce début d'année pour revenir sur une année marquante où le mentorat est devenu grande cause nationale. Mais je ne vous en dis pas plus, la preuve en vidéo. Le mentorat aide les jeunes à dépasser leurs frontières. Rendez-vous sur unjeuneunmentor.fr. Oubliez Yoda et Luke Skywalker dans la guerre des étoiles. Le mentorat est une relation d'égal à égal entre un mentoré et un mentor, chacun apportant à l'autre au fil du temps. Parler de mentorat invite donc à déconstruire l'image d'une relation descendante entre un apprenant et un sachant. Pour avoir un impact, le mentorat doit être organisé par une structure et mené en lien étroit avec l'environnement social et familial du mentoré. Mais au-delà de ces éléments de définition, le mentorat est avant tout une réalité d'action qu'on ne remarque pas assez. En France, des dizaines de milliers de citoyens s'engagent chaque année bénévolement. Lycéens, étudiants actifs ou retraités, ces mentors accompagnent des enfants qui, grâce à eux, reprennent goût aux apprentissages et à l'école. Des adolescents qui trouvent leur voie d'orientation et développent leur confiance en eux. Des étudiants qui se trouvent moins isolés ou même perdus à la fac. Des diplômés qui vont bénéficier du réseau qui leur fait défaut pour trouver leur premier emploi. C'est tout cela et bien plus encore qui se joue dans les millions d'heures annuelles de mentorat en France. Le mentorat est d'ores et déjà puissant en termes de chiffres et d'impact social. Il continuera de se développer car il répond à une envie d'engagement solidaire des citoyens et offre, à côté de chez soi, de son université ou de son lieu de travail, une action concrète et utile pour lutter contre les inégalités.
Il y a l'impact auprès des enfants et des jeunes, mais tous les mentors le disent. Cet engagement les a également transformés, développant leurs compétences sociales et changeant leur regard sur l'autre. Dans une France fragmentée, empreinte de défiance et d'inégalité, le mentorat et la rencontre qu'il permet entre deux personnes retissent du lien, de la solidarité, de l'entraide. En bref, construisent du commun. Services de l'État, collectivités, universités et entreprises soutiennent et accompagnent ces actions de mentorat et les associations qui les portent. Aujourd'hui, nous, responsables associatifs, organisateurs de dizaines de milliers de mentorats, sommes déterminés à aller plus loin. Cet approfondissement s'appuiera sur une meilleure synergie de nos actions et de nos ressources en matière de formation, d'accompagnement, d'évaluation et sur une plus grande complémentarité de nos actions. Mais il doit aussi pouvoir compter sur l'intégration du mentorat dans les politiques publiques. Une meilleure reconnaissance des compétences acquises par les mentors doit aussi participer de ce mouvement. Et nous saluons les initiatives en ce sens dans les parcours de formation universitaire et le monde de l'entreprise. Si nous souhaitons collectivement construire une société de l'engagement, une société qui participe concrètement à recréer du lien social et à agir contre les inégalités, alors le mentorat fait partie des actions qu'il faut généraliser. Faisons du mentorat la grande cause nationale de 2020. Ce sera une première pierre, parmi d'autres, pour construire une large mobilisation de l'ensemble de la société. Ensemble, plaçons le mentorat au cœur d'une société plus solidaire et plus humaine. Mesdames et messieurs, un maximum de bruit, s'il vous plaît. Pour nos lectrices et lecteurs, Sarah, Mehdi, Francis, Anissa, Cyrus, Anne, Aminata, Fatimata et Cécile. Mesdames et messieurs, encore plus de bruit. On y reviendra évidemment ce soir, mais cet appel fait en 2019, paru dans la presse que vous avez sûrement lu et qu'on a pu réentendre ici ce soir, a été entendu pour faire du mentorat une politique publique, d'abord en 2021 avec le plan Un jeune, un mentor, puis grande cause nationale l'année dernière. D'ailleurs, merci à toutes celles et tous ceux qui ont répondu ce soir à notre invitation. Je tiens à dire aussi qu'on sera rejoint tout à l'heure, un peu plus tard dans cette soirée, par la secrétaire d'État chargée de la jeunesse. Que de chemin parcouru, on va y revenir tout de suite pour ouvrir officiellement ce mois du mentorat 2024. Je vous demande d'applaudir très fort le président du collectif Mentorat, Christophe Paris. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Merci d'être avec nous. Beaucoup d'émotions déjà à l'écoute de ce texte et puis d'être réunis toutes et tous ici dans ce lieu aussi symbolique. Comment est-ce que vous vous sentez après avoir revu, entendu tout ça ? Juste avant de vous répondre, dire que effectivement, je suis très heureux qu'on ait, très heureux d'être ici dans cette troisième chambre, troisième assemblée, celle aussi la représentation des citoyens, des forces vives. C'est beaucoup d'émotions pour nous et très heureux avec vous ce soir d'être réunis pour faire les premiers pas de l'année 2024 et les faire ensemble, ça a beaucoup de sens. Et là, on est réunis, mentors, mentorés, responsables associatifs, entreprises, collectivités locales, services de l'État, responsables politiques. On est ensemble, voilà, pour porter cette belle cause qu'est le mentorat. Et moi, je suis très heureux d'être ensemble et d'être ensemble ici ce soir pour démarrer cette année 2024. Alors, pour répondre à votre question, comment je me sens très ému et très déterminé. Et ému parce que c'est vraiment... Le chemin parcouru est une histoire collective. C'est vraiment cette idée que ensemble d'une conviction partagée à quelques-uns, que le mentorat est un enjeu fort parce que le mentorat est un outil indispensable pour pouvoir lutter concrètement contre les inégalités de parcours et le manque de lien social. Et le mentorat est un outil efficace pour pouvoir recréer pour tous les jeunes qui en ont besoin des vrais parcours et leur donner un certain nombre d'opportunités et recréer, retisser du lien. Et ému aussi parce qu'on voit bien que le chemin parcouru
le chemin qu'on a fait ensemble. On était quelques dizaines de milliers de binômes il y a 4 ans. On va là vers les 200 000 binômes. 200 000 binômes, c'est 200 000 mentors, c'est 200 000 mentorés. C'est 400 000, c'est l'un des grands mouvements social, citoyen de ce pays, comme on en a rarement connu. Voilà, et je suis ému parce qu'on a fait ce chemin ensemble. Voilà, on a travaillé ensemble, on s'est confrontés ensemble avec des visions différentes et on s'est dit, voilà, ce qu'on va construire collectivement est plus fort que nos différences. Et donc on s'est réunis, on a travaillé et voilà, et on a aussi développé l'idée d'un mentorat de qualité. Et ça, je suis fier de ça parce que quelque part derrière, c'est des dizaines, des centaines, des centaines de milliers de jeunes qui ont, grâce au mentorat, eu leur parcours qui a changé. Justement, Christophe, vous disiez, il y a 4 ans, on a lancé ce grand mouvement. Pourquoi c'était important de faire cet appel dès 2019 pour en faire une grande cause nationale ? Parce que on se rendait bien compte, nous, associations, que ce qu'on faisait fonctionnait. Qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, la question des inégalités de parcours, en fonction de là où on est, quelque chose qui sape notre République. Le manque de lien entre les gens, la division, chacun dans son coin, met à mal notre République. Et on sent bien que le mentorat n'est pas la réponse à tout, mais est un levier concret pour agir là-dessus. Et donc, mais on travaillait dans l'ombre. On travaillait et on se disait, ce qu'on fait, c'est bien, mais si on veut être à la hauteur du défi social, alors il faut faire plus. Il faut le faire de qualité, mais il faut le faire plus. Parce que l'enjeu, c'est bien d'être à la hauteur de ces défis et de faire transformation sociale. Et la reconnaissance de grandes causes, c'est aussi... c'est fort. C'est à un moment donné l'État qui dit ce que vous faites, c'est bien. Ce que vous faites, c'est important. Ce que vous faites, ça doit être une priorité. Et ça, c'est une première pierre très importante. Et officiellement, ça ne l'est plus depuis quelques jours, puisqu'on a changé d'année. Je crois que vous êtes tous au courant. Ça se fête le 31 décembre d'ailleurs. C'est quoi les enjeux pour la suite, pour cette nouvelle page qui se tourne ? Oui, mais c'est effectivement la grande cause 2024, c'est le sport. Mais le mentorat restera une grande cause nationale. Et les défis pour la suite, ils sont simples. C'est ce qu'on a prouvé, c'est que le mentorat impacte socialement, fait du lien. Et donc l'enjeu, c'est d'aller plus loin. Mais faut pas croire que le chemin qu'on a parcouru est un chemin facile. Le chemin qu'on a parcouru ensemble est un chemin compliqué. Passer de 25 000 à 150 000 binômes, c'est compliqué. Mobiliser des milliers de bénévoles, c'est compliqué. Les former, les suivre, c'est compliqué. Voilà. Et donc, l'enjeu, là, c'est quoi ? C'est de consolider ce qu'on fait. C'est de pouvoir que les associations qui se sont donné beaucoup de mal pour pouvoir passer cette étape-là avec leurs partenaires, les entreprises, les collectivités, l'État, qu'on puisse réussir à les consolider, puis aller plus loin. Et nous, la prochaine utopie, c'est la question du droit au mentorat. C'est que tous les jeunes qui en ont besoin puissent être mentorés, mais aussi tous les citoyens qui ont envie d'être mentors puissent devenir mentors. C'est ça le droit au mentorat. C'est faire en sorte que tout le monde puisse être mentor une fois dans sa vie. C'est que chaque jeune qui en a besoin puisse être mentoré. Et c'est ça le défi auquel on est confronté. C'est comment, plus on va développer, plus il va falloir qu'on change les mentalités, qu'on change le fonctionnement pour faire en sorte qu'on facilite le travail des associations pour passer ce cap. Et rassurez-nous, ce qui ne change pas aussi, c'est l'importance des publics, d'aller chercher, d'aller accompagner les publics prioritaires, celles et ceux qui en ont plus besoin aussi. Oui, je crois que là, il y a quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que le mentorat, ce n'est pas quelque chose de technique, c'est aussi une question de sens. Le mentorat, c'est une relation humaine entre un mentor et un mentoré, qui cheminent ensemble, c'est fort. Et ce sens-là, c'est une logique de lutte contre les inégalités. Et donc la question, quand on va développer le mentorat, c'est de pouvoir toucher ceux qui en ont le plus besoin. Et il y en a beaucoup, mais je pense
aux jeunes de lycée professionnel, je pense aux jeunes de la sociale enfance, mais je pense aussi aux jeunes ou aux enfants nouvellement arrivés qui, dans leur parcours de migration, c'est important d'avoir aussi un mentor pour les accueillir. Vous êtes applaudis et justement, on va pouvoir en parler tout au long de cette soirée de lancement. Vous vouliez, Christophe, accueillir quelqu'un, partager la scène avec quelqu'un d'important. Oui, je voulais accueillir quelqu'un parce qu'on a démarré à 10 associations, on a fait une tribune, on s'est dit on va mettre de côté nos divisions et puis on va travailler ensemble. C'était déjà une première étape. Et puis après, on a rencontré des gens dans notre parcours collectif mentorat, des gens qui ont dit « Ok, on y va ». Et dans les premières personnes qui ont dit « Ok, on y va » et on va réussir à dépasser un certain nombre de blocages qu'il peut y avoir, il y a Mathieu Mocor, et je suis très très content de pouvoir l'accueillir en tant que maintenant, il ne l'était pas à l'époque, en tant que délégué interministériel. Mathieu Mocor nous rejoint sur scène, délégué interministériel à la jeunesse. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Tu vas bien? Vous allez bien? Pardon. Ouais, c'est un peu. J'ai été ébloui par le costume. C'est un moment un peu particulier ce soir. Ça l'aurait été dans tous les cas, parce que tu l'as dit Christophe. Cette politique du mentorat, c'est un peu une chaîne. Et je pense que pour ceux qui connaissent la chose publique ou l'intérêt général, pour que ça bouge comme ça, il faut qu'il y ait pas mal d'alliés à l'extérieur et à l'intérieur de la machine. Et j'en vois plusieurs qui sont dans la salle. Quand on s'est parlé la première fois, je sais pas, fin 2020, un truc comme ça, et moi je venais d'arriver comme directeur de cabinet du haut-commissaire à l'emploi auprès de la ministre du Travail de l'époque, qui était Elisabeth Borne, et je vous ai dit j'ai vraiment envie qu'on y arrive, et que vous m'avez dit ça tombe bien, nous on s'est structuré pour ça. Je pense que vous m'avez pris un peu pour un zozo au départ en se disant ouais mais des mecs qui nous disent qu'ils vont nous aider et puis qui n'y arrivent pas, on en a vu passer pas mal. Et en fait on y est arrivé parce qu'on a été un peu fous tous ensemble, mais aussi parce qu'on a eu des relais politiques qui nous ont aidés à ce moment-là. Ce soir, la Première ministre Elisabeth Borne vient de remettre il y a quelques minutes sa démission au président de la République qui l'a acceptée et qui l'a remercié pour le travail accompli. Et moi je voudrais lui rendre un hommage parce que pour avoir connu les réunions internes qu'on a fait en la matière, je peux vous assurer qu'elle a mouillé le maillot. Elle l'a mouillé quand elle était ministre du Travail avec d'autres. Il y avait avant elle le secrétaire d'État à la jeunesse de l'époque, Gabriel Attal, qui vous avait aidé au moment de la constitution du collectif Mentorat, et puis 2 secrétaires d'État à la jeunesse qui se sont succédés depuis, Sarah El Haïry et Prisca Thévenot. Mais elle a vraiment mouillé le maillot. Et c'est grâce à ça qu'on a pu, et à vos efforts, passer d'une situation où en 2020, il y avait 25 000 jeunes qui étaient suivis, en 2021, 100 000, en 2022, près de 150 000. En 2023, quand elle est arrivée à Matignon, en 2022, on a fait un premier déplacement sur ce sujet-là, spécifiquement du mentorat et des jeunes femmes. Et elle a redit à ce moment-là qu'elle souhaitait que le droit au mentorat devienne une réalité dans notre pays. Et on a traduit ça il y a quelques mois dans les conclusions d'un exercice un peu technique qui s'appelait le Conseil national de la refondation des jeunes, mais peu importe. On a écrit noir sur blanc, il y a une continuité de l'État dans ce pays, et on va suivre ça, qu'on voulait doubler le nombre de jeunes qui étaient mentorés d'ici à la fin du quinquennat, passer de 150 000 à 300 000. Alors on ne sera peut-être pas au niveau du droit au mentorat auquel on aspire tous, mais on sera probablement au niveau maximal de vitesse auquel tous on peut aller. Parce qu'évidemment, il faut que l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, l'État suivent, mais aussi que les associations suivent. Et je sais combien c'est compliqué pour chacune d'entre vous de gérer des croissances comme ça, et je vous en suis incroyablement reconnaissant. Et on a fait encore mieux, puisqu'en 2023, effectivement, le mentorat a été mis grande cause nationale. Voilà, je suis désolé, ce soir, c'est un peu des sentiments qui sont mêlés, la grande joie d'être avec vous et une forme de pincement au cœur d'avoir une grande première ministre qui nous quitte, en tout cas sur ce sujet du mentorat. Vous pouvez tous avoir eu des différends sur tel ou tel sujet avec des décisions prises récemment, et je peux parfois le comprendre. Mais en tout cas, sur ce sujet, franchement, je voulais lui rendre hommage ce soir. Merci beaucoup, Mathieu. Je pourrais dire à Elisabeth Borne qu'elle est la bienvenue comme mentor.
On lui trouvera un mentoré ou une mentorée, sans problème. Vous savez qu'elle elle a déjà été mentor d'une jeune femme qu'elle avait rencontrée sur un plateau de Cyril Hanouna à l'époque. C'est une vraie histoire. Et puis, je ne sais pas si l'association Révèle est là ce soir, mais elle a marrainé une association pendant 1 an et demi qui fait aussi du mentorat de jeunes femmes dans les quartiers populaires. Je termine juste sur un petit mot. M'en veuillez pas, s'il vous plaît, mais je vais devoir filer compte tenu du contexte là dans la foulée. Mais encore une fois, un immense merci à vous qui vous bougez de partout. Comptez sur nous. Que ce soit moi, en tout cas a priori encore là quelques temps, mais aussi évidemment toutes les administrations qui sont sur place. Quel que soit, je pense que c'est quelque chose qui est consensuel, que vous avez réussi à imposer dans le débat public de toute façon, et on va continuer tous ensemble. Merci Mathieu. Encore. Merci beaucoup. À bientôt alors, peut-être. Merci beaucoup Christophe, on se retrouvera pour la conclusion. Il le disait justement Christophe, dans le développement du mentorat, certains publics sont prioritaires parce qu'ils en ont plus besoin, parce qu'ils en bénéficient davantage. C'est le cas des jeunes des lycées professionnels. Il faisait allusion justement il y a quelques instants, et pour en parler, je voudrais accueillir sur cette scène, vous allez l'applaudir, le fondateur de l'association Une Voix pour tous, Dylan Aïssi, qui me rejoint. Il a fondé l'association Une Voix pour tous qui se bat pour la valorisation de la voix professionnelle. Il le fait à travers un plaidoyer en faveur des élèves. Il a d'ailleurs réussi, il y a quelques temps, à ouvrir Sciences Po à la voix professionnelle. Et ça s'applaudit très très fort, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui fait, Dylan, en quelques mots, que tu aies eu envie comme ça de t'engager ? Ce qui a fait qu'on a collectivement eu envie de nous engager à ce moment-là, c'est que dans nos trajectoires personnelles, donc nous on est initialement tous des anciens élèves de lycée professionnel, on avait rencontré ces problématiques et ces difficultés d'orientation subie, de forme d'assignation qui passe par l'école, et qu'on avait voulu à un moment raconter le lycée professionnel différemment et pouvoir essayer de porter un espoir dedans. Justement, toi, tu t'es pas mal prononcé sur cette réforme concernant le lycée professionnel. Tu as même proposé un plaidoyer avec plusieurs mesures. S'il fallait retenir une seule mesure, je sais c'est difficile, ou un top 3 des mesures, quelles propositions concrètes pour l'accompagnement personnalisé des jeunes, des élèves de lycée professionnel ? Si on devait faire un top 3 de ce qui nous semble très important, et ça correspond pour nous à ce qui est un peu la structure qui doit piloter la vision de la voie professionnelle, c'est l'amont, avec une vraie politique sur l'orientation, et laisser aux élèves et aux familles le dernier choix dans le parcours d'orientation, ça c'est indispensable. Ensuite, avoir une gouvernance élargie des établissements scolaires. Et on considère qu'une école, dans son territoire, doit fonctionner avec tous les acteurs de son écosystème. Ce qui est encore un peu pas assez le cas, pardon. Et donc toutes les assos de proximité, tous les acteurs du territoire, les clubs sportifs, les faire rentrer dans les conseils d'administration des établissements. Et puis ensuite avoir une vision plus large de ce que peut être le lycée professionnel, peut-être en construisant des filières avec des opportunités peut-être différentes de celles qu'on peut aujourd'hui imaginer pour ce qu'offre la voie professionnelle. Dylan, on peut l'applaudir très très fort. Tu restes avec nous s'il te plaît, parce qu'on va poursuivre dans cette thématique avec le président de l'association C'est Possible qui propose un programme de mentorat à destination des élèves de lycée professionnel. C'est Philippe Varin, que vous applaudissez aussi, qui nous rejoint. Il est président depuis 1 an de cette association C'est Possible. Bonsoir Philippe, on vous passe un micro juste ici. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous partagez le même constat que Dylan déjà ? Ah oui, complètement, et bravo pour Dylan pour ce que vous faites, parce que franchement, quand je vois la situation des lycées professionnels, il faut être simple, elle est assez inacceptable aujourd'hui. Elle est inacceptable pourquoi ? Quand on regarde les chiffres, sur 620 000 jeunes, quand on a 10% qui décrochent, quand on rentre en seconde, eh bien, on a un peu moins de 25% de chance d'être inséré dans la filière professionnelle pour laquelle on est rentré. Je dirais que c'est inacceptable sur le plan des chiffres, c'est inacceptable sur le plan de ce qu'on doit faire, sur le plan sociétal, parce que on ne va pas continuer à poursuivre les fracturations de la société. Bon, ça c'est un sujet. Puis sur le plan économique, parce que le coût d'un décrocheur, il ne faut pas un dessin, c'est très cher, c'est 200 000 € d'après les calculs qui ont pu être faits, mais surtout, il y a un gain d'opportunité, il y a des métiers en tension partout dans l'économie, et on n'arrive pas à recruter. Et en même temps, on a les jeunes qui décrochent. Donc c'est inacceptable sur ce plan-là. Puis alors, c'est surtout, pour nous collectivement, inacceptable parce que finalement, ce n'est pas un accident ce qui se passe.
C'est la suite logique d'une situation où on a beaucoup de jeunes, ils ont des familles défavorisées souvent, ils n'ont pas les codes, ni les codes de la société, ni les codes de l'entreprise, pas les réseaux, ça a été dit très bien dans une des vidéos. Et donc, je dirais que la suite logique, c'est effectivement le décrochage. Alors, en quoi est-ce que le mentorat va aider à la réussite de ces jeunes en lycée professionnel ? Je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à cette situation et puis essayer de voir quelles sont les causes profondes. Il y en a deux. C'est que quand ces jeunes sont dans cette situation, il y a un manque de confiance. Alors, ce n'est pas le cas de Dylan, hein, bien sûr, mais un manque d'estime de soi. Et ça, effectivement, il faut le traiter. Et puis, alors, il y a quelque chose qui est paradoxal, c'est la deuxième cause. C'est quand on a des lycées professionnels et qu'on voit le fossé très souvent, pas partout, mais très souvent, qu'on a entre le lycée et l'entreprise. C'est choquant, puisque c'est la formation professionnelle. Donc, il faut traiter ces deux causes. Alors là, pour répondre à votre question, ce que fait C'est Possible, alors C'est Possible, c'est quoi ? On est 350 bénévoles, on est sur 5 régions, on a, j'ai été présent cette année, on est sur une centaine de lycées. Mais on va bientôt augmenter tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, sur la première cause, qui est le manque d'estime de soi, on a des opérations et de confiance, on a des opérations de mentorat, alors qui sont individuelles par construction, parce que pour ces jeunes, avoir une relation avec un adulte, c'est quelque chose de très important. Et en fait, dans les classes, eh bien, on mentore les quelques-uns, soit qui sont en risque de décrochage, soit qui ont simplement des besoins. Bon, ça, c'est la première action. Et puis, la deuxième action, elle est plus collective, c'est de donner des repères. Alors, on a cette année 700 ateliers repères, où on prend les classes, des demi-classes, et puis on a des rôles de modèles qui viennent présenter les questions de valeurs de la société. Alors, c'est aussi bien la valeur travail, la laïcité, la religion, qui sont des questions qui sont très souvent posées. Ça peut être aussi des domaines culturels, hein, pour l'art en général, aussi bien la musique, l'art graphique, etc. Et ça peut être aussi les codes de l'entreprise. Il faut savoir faire un CV. Il faut avoir le réseau, bien sûr, pour pouvoir trouver le stage. Il faut aussi savoir comment on se présente en entreprise, etc. Donc voilà tout ce qu'on fait. Et c'est sur ces deux aspects, enfin, on travaille sur l'estime de soi. Alors le deuxième sujet, c'est le fossé entre l'entreprise et le lycée pro. Alors, il revient à l'État de faire la refondation par le haut. C'est le cas de ce qui a été fait dans la réforme récente. Mais vous savez, entre la réforme par le haut et puis ce qui se passe sur le terrain, il faut que ça, comme on dit, il faut que ça ruisselle, quoi, hein. Bon, ça peut prendre un peu de temps. Alors, ce que fait C'est Possible, nous, on fait la refondation au sol. Et on est en train de créer, avec l'aide des entreprises, alors le MEDEF, qui est ici ce soir, les CCI, la FEP, toutes les grandes associations d'entreprises, et les entreprises s'engagent. Je ne sais pas si Thibaut Guilly est là ce soir, mais comme c'est le père des entreprises s'engagent, il m'entendra. On veut créer des réseaux d'entreprises de proximité. Alors, dans la réforme, il a été indiqué qu'on crée des bureaux des entreprises, des BDE dans chaque lycée. Alors ça, c'est génial, c'est très bien. Mais le BDE, ce qu'on veut faire, c'est qu'il faudrait qu'il traverse la rue, le BDE. C'est ce qu'on dit en général, hein, il faut traverser la rue. Et il va trouver des réseaux d'entreprises de proximité qui sont là pour parrainer le lycée. Et ça, c'est la clé parce qu'on va créer de l'intimité entre l'entreprise et le lycée. Et c'est cette intimité-là entre les professeurs, les équipes pédagogiques et les acteurs de l'entreprise, et bien sûr les élèves, qui fait que quand on va se voir très souvent, on va pouvoir avoir des parrainages de classe, des stages premium, je dirais des visites d'entreprise, enfin, tout ce qui fait que, voilà, au quotidien, on crée l'intimité. Donc voilà ce que l'on fait sur la deuxième cause. Je précise que vous êtes engagé récemment auprès de 123 autres personnalités, notamment des PDG qui sont peut-être avec nous dans cette salle pour la réussite du lycée professionnel. Dylan, je te laisse conclure sur... Merci. Oui, effectivement, je rejoins totalement Philippe sur ce qu'il dit. Je pense que, et nous, c'est ce qui nous guide dans ce qu'on pense du lycée professionnel. Le lycée pro, aujourd'hui, il s'installe vraiment, il s'inscrit dans un carrefour des sujets éducatifs, des sujets sociaux et des sujets économiques. Il faut se dire qu'en France, lorsqu'on est issu de milieux défavorisés, on a 93% de chances de plus d'être orienté en bac pro
et 169% de chances de plus d'être orienté en CAP. Il faut aussi se dire qu'on a plus de la moitié des élèves, près de la moitié des élèves qui sont scolarisés en lycée professionnel qui ne choisissent pas leur orientation. Donc finalement, le lycée pro aujourd'hui, il incarne un mur, il incarne 4 murs dans lesquels sont concentrés des élèves qui sont dans la continuité de parcours, de trajectoires difficiles, mais dont on connaît aujourd'hui les causes. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait du lycée professionnel ce laboratoire éducatif qui nous permet de construire la vision de ce que pourrait être l'école de demain. On peut les applaudir très très fort. Merci beaucoup, messieurs. Je vous invite à rejoindre les tribunes et bravo pour votre action. Et pour illustrer d'ailleurs l'échange qu'on vient d'avoir ensemble, j'ai envie de vous présenter une autre personnalité, lui-même élève en lycée professionnel. Il va partager avec nous ses choix et la manière dont il les a vécus. Merci d'applaudir Amine Ben Salah. Amine, il nous rejoint sur scène. Il est actuellement étudiant en alternance chez Bouygues Bâtiment. On l'a vu, on l'a entendu notamment par la voix de Dylan. Bonsoir Amine, ça va ? La voix pro, c'est parfois considéré comme une voix par défaut. Toi, ça n'a pas été ton cas. En 3e, tu choisis de toi-même la voie professionnelle. Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? J'allais dire comme si c'était une catastrophe. Pourquoi tu as fait ça ? Et surtout, parce que je voudrais que tu en parles, qu'est-ce que ton entourage en a pensé ? Alors, j'ai choisi la voie professionnelle parce que en 3e déjà, je m'étais rendu compte qu'en fait, le modèle de réussite, de succès par excellence, rattaché à l'image de la voie générale, on pouvait tout aussi bien l'obtenir en passant par la voie professionnelle. Lors des séances dédiées à l'orientation en 3e, quand on consultait l'ONICEP, je me souviens, je me suis rendu compte qu'en fait, en allant en voie professionnelle, on pouvait tout à fait faire des études supérieures, aller à l'université, rentrer en école d'ingénieur et aller jusqu'au bac+5. Et c'est pas en fait l'opinion commune qu'on se fait de la voie professionnelle. De plus, j'avais choisi la voie professionnelle parce qu'en fait, c'est une réelle spécialisation dans un domaine précis. On s'oriente dans un domaine, dans une catégorie d'études, et on acquiert d'autant plus d'expérience et de compétences dans ce domaine-là. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, justement, ça a été assez mal pris dans mon entourage que je me dirige vers justement la voie professionnelle. Il faut savoir que dans ma famille, ils ont tous fait la voie générale. Et le fait que moi, j'aille en voie professionnelle, mes parents ont eu beaucoup de réticence à me laisser y aller. Ils ont fini par accepter mon choix. Mais par la suite, pareil, quand j'ai annoncé à mes différents professeurs, c'était pour eux, je gâche mon potentiel. Parce que, oui, vraiment. Et je me souviens que jusqu'à la fin de mon année de 3e, les professeurs venaient me voir et me disaient il faut absolument que tu te réorientes, tu vas regretter, tu gâches ton avenir, etc. Idem quand je suis passé au lycée. La proviseure m'avait convoqué, m'avait dit écoute, t'as rien à faire là, si tu veux on peut te réorienter en voie générale. Mais moi j'étais convaincu par ma position que j'avais fait le bon choix et que la voie professionnelle c'est ce qui me convenait. Eh bien justement, le proviseur est avec nous. C'est pas vrai frère. C'est pas vrai. Toi tu as bénéficié de l'accompagnement d'un mentor. Pourquoi est-ce que tu as voulu aller vers un mentor ? Pourquoi est-ce que tu as eu besoin d'être mentoré ? Alors, je suis très reconnaissant d'avoir pu bénéficier du mentorat dans le cadre du programme Télémac dont j'ai pu en bénéficier pendant 5 ans en tout. Faut savoir que leurs équipes m'ont accompagné, de même que mon mentor, Semon, qui est expert comptable chez PwC. Donc le mentorat, selon moi, ça constitue une réelle plus-value, tant pour le mentor que pour le mentoré. Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, de développement personnel, d'ouverture d'esprit. Également, mon mentor m'avait beaucoup aidé donc, dans mes choix d'orientation, dans mes choix d'école. Il m'avait beaucoup aidé à me préparer aux différents entretiens que je pourrais faire en entreprise, etc., à rédiger un CV, une lettre de motivation. Au-delà du mentorat, il y a une vraie relation fondée sur la bienveillance, le respect et la bonne volonté entre le mentor et le mentoré.
Et je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu participer à ça avec Télémac. On peut applaudir très fort Amine, le remercier pour son témoignage. Merci beaucoup Amine. On vient, mesdames et messieurs, de parler des lycées professionnels. Il y a d'autres jeunes dont le parcours peut parfois être un peu compliqué, notamment celui des jeunes suivis par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Pour en parler, j'invite Valérie Daher à me rejoindre. Vous pouvez l'applaudir. C'est la DG de Break Poverty Foundation, qui s'intéresse notamment aux jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Et d'ailleurs, bonsoir, je vous offre ce micro. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. La loi du 7 février 2022, il faut le savoir, permet à tous les jeunes de 11 à 18 ans pris en charge par l'ASE d'être accompagnés par une ou un mentor. Pourquoi est-ce que Valérie, ce droit au mentorat spécifique pour les jeunes de l'ASE ? Parce qu'en fait, il est essentiel pour leur quotidien. Il faut savoir de quoi on parle. On parle aujourd'hui de 300 000 jeunes qui ont été sortis de leur environnement parce qu'il a été jugé néfaste à leur épanouissement, et 300 000 jeunes qui sont souvent condamnés à la pauvreté à vie. Parmi en fait, ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance, on a 70% qui sortent de l'aide sociale à l'enfance sans diplôme. Et pire, en fait, 35% des jeunes qui sont sans abri aujourd'hui sont passés par l'aide sociale à l'enfance. Donc on sait que ce sont des jeunes qui ont d'abord une histoire de vie extrêmement compliquée, que l'État a dû sortir de leur environnement familial en fait pour pouvoir, parce qu'il a été jugé néfaste en fait à leur épanouissement. Eh bien, ces jeunes ont besoin d'être accompagnés, ces jeunes ont besoin d'être remis en confiance, ces jeunes ont besoin de pouvoir avoir un petit coup de pouce en fait dans leur parcours. Et donc nous, on a eu l'occasion de travailler avec eux, notamment à partir de 2020 sur la question de la lutte contre la fracture numérique. Et on s'est dit en fait que ces jeunes méritaient plus que les autres et surtout avaient besoin peut-être encore plus que les autres du soutien d'un mentor. Et pourtant, la réalité était qu'à l'époque, on a 300 000 jeunes de l'ASE, moins de 3 000, donc moins d'1% d'entre eux bénéficiaient du soutien d'un mentor, alors même que l'État était en train en fait, de promouvoir le plan Un jeune, un mentor et mettait beaucoup d'argent sur la table et beaucoup d'énergie en fait, pour pouvoir promouvoir le mentorat. Et donc on s'est dit qu'il était nécessaire de faire un geste particulier pour ces jeunes et donc on a travaillé avec le collectif Mentorat à inscrire dans la loi le droit au mentorat, et c'était pour nous important que ce droit soit prioritairement en fait, inscrit dans la loi pour ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Il est évidemment important pour tous les autres, mais pour cela il nous semble absolument prioritaire, et donc on est très fiers d'avoir contribué à l'inscrire dans la loi depuis février 2022. Et donc aujourd'hui les présidents des conseils départementaux doivent systématiquement proposer à tous les jeunes dont ils ont la responsabilité un mentor à partir de l'âge de 11 ans. Est-ce que c'est le cas ? Alors, ça n'est pas encore la réalité, mais ça va le devenir. En tous les cas, on y travaille pour que ce droit devienne effectivement universel pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Donc, on a fait un premier programme en fait, de recherche-action et qui a vraiment porté ses fruits, puisqu'aujourd'hui, les associations du collectif Mentorat travaillent de plus en plus avec les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, avant, c'était très peu. Aujourd'hui, on voit qu'elles se sont vraiment acculturées en fait, finalement, à ces populations, parce que c'est vrai que c'est quand même un système un peu à part, l'aide sociale à l'enfance. Puis souvent, en fait, on considère que ces jeunes sont un peu évidemment fragiles, mais en fait on n'ose même pas les toucher ni même les approcher. Donc en fait souvent il y a une espèce de barrière naturelle en fait qui se fait avec les jeunes de l'ASE, alors que ce sont des gamins comme les autres finalement. Donc on a beaucoup travaillé avec les associations du collectif Mentorat pour qu'elles apprennent à travailler avec les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Et puis maintenant en fait on fait le même travail avec les départements, parce qu'effectivement ce droit au mentorat lève un certain nombre de questions très légitimes de la part des départements, c'est-à-dire comment le mentor va interagir avec l'éducateur ou avec l'assistant familial, comment on va en fait mettre en place la relation de mentoré et de mentor avec ces jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est tout cela sur lequel on travaille aujourd'hui avec une mission d'accompagnement des départements. Et puis évidemment, on attend également la sortie des décrets d'application pour que tous les petits détails pratiques en fait, qui norment le mentorat des jeunes de l'ASE puissent sortir. Et dans le pratique du pratico-pratique, vous avez même travaillé à la rédaction de guides. Alors on a rédigé effectivement un premier guide d'abord à destination des associations de mentorat pour qu'elles puissent être mieux armées pour pouvoir accompagner ces jeunes de l'ASE, d'abord pour qu'elles comprennent comment ça fonctionne l'ASE, parce que c'est pas forcément très simple à comprendre, pour qu'elles puissent aussi faciliter finalement la communication avec les départements, qu'elles voient quelles sont les portes d'entrée en fait vers ces jeunes de l'ASE, soit quand ils sont en fait en foyer, soit quand ils sont dans des familles d'accueil. Donc on a effectivement mis en place un certain nombre de procédures et on les a guidés finalement dans cette méthodologie de travail avec les départements et les structures de l'aide sociale à l'enfance.
Mais maintenant, il reste le même travail à faire avec les départements. Bon, en tout cas, j'espère que la publication de ces guides pratiques que vous allez faire pour les départements et ce que vous faites déjà va favoriser le déploiement d'actions de mentorat, réaffirmer aussi ce droit au mentorat pour les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance. Vous pouvez le plus dire très très fort. Valérie Daher. Merci beaucoup. Et celles et ceux qui travaillent avec elle. Merci beaucoup Valérie. Je vous invite à rejoindre les tribunes. On l'a vu avec cette loi de février 2022, les parlementaires voient dans le mentorat une solution efficace, légifèrent en ce sens. Pour en parler, on va accueillir une autre invitée. Elle est sénatrice, c'est la sénatrice du Finistère, Nadège Havé, que vous pouvez applaudir très fort. Bonsoir Madame la sénatrice, merci d'être avec nous. Merci pour votre soutien en faveur du mentorat. Je fais comme vous, j'ai des fiches. Moi aussi, j'ai toujours rêvé d'être présentatrice, donc... Elles sont comme moi ou pas? Non, non, je suis jalouse. Vous passerez un cap quand vous aurez une photocopie en couleur comme ça. Je suis jalouse. Voilà. Je disais plus sérieusement, en tout cas, merci pour votre soutien en faveur du mentorat, parce qu'en fin d'année dernière, vous avez déposé un amendement au projet de loi de finances pour augmenter le budget dédié au mentorat, un amendement qui a été adopté. Pourquoi est-ce que le mentorat, c'est si important à vos yeux, en qualité d'élu, mais aussi de citoyenne? Alors, ça me paraissait logique. J'ai un parcours professionnel qui a toujours été d'accompagner en fait les gens et j'ai rencontré plein de monde puisque je travaillais à l'ex-Pôle emploi. Et très souvent, c'était pour retrouver un emploi, c'était une problématique de réseau. Et j'ai bien vu à quel point les jeunes étaient effectivement perdus et ça me paraissait logique de pouvoir continuer en tant que sénatrice à œuvrer pour pouvoir continuer à développer en fait cette politique de mentorat, parce que on l'a dit tout à l'heure et on l'a très bien vu dans le film, ça réduit fortement les inégalités sociales, mais les inégalités territoriales. On ne retrouve pas la même chose à Paris, niveau culturel, ou dans le fin fond du Finistère, là où j'habite, mais on peut aller aussi c'est mieux dans des... Dans le Finistère. Oui, il y a la mer au moins, il y a des vraies plages, c'est pas Paris plage. Et donc ça me paraît, c'était vraiment naturel. Et puis il y a également cette partie de, je ne sais plus quel présentateur disait tout à l'heure, on casse ce plafond de verre. Et beaucoup de jeunes s'autocensurent. C'est la même chose qu'une femme en politique. En fait, on s'autocensure tout le temps. Je crois que c'est moi qui l'ai dit. Et vous avez raison. Et au final, c'est juste montrer la voie, donner un coup de pouce, accompagner, être le guide. Parfois, c'est pas grand-chose, mais c'est juste pouvoir montrer que quand on est enfant, on a des rêves et il faut absolument continuer à les faire grandir, à les faire évoluer. Et puis, si on peut permettre aux jeunes de l'atteindre, on a gagné. Moi, j'accueille beaucoup de jeunes en fait en stage et c'est toujours un plaisir. Est-ce qu'il y a un objectif prioritaire pour vous, en qualité d'élu, de sénatrice, pour cette année 2024 en matière d'accompagnement des jeunes par le mentorat ? Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'aimerais qu'on continue à travailler et à vous donner les moyens, puisque l'amendement, c'était une chose, mais s'il manque des sous, on se battra lors des prochains projets de loi de finances rectificatifs ou même à la fin de l'année pour que vous continuiez à avoir les moyens d'accompagner, que ce soit les jeunes en lycée pro. Et puis, plus largement, en fait, j'aimerais qu'on ait un droit au mentorat pour tous. Ça me paraît important et il faut continuer à œuvrer pour cela. Et puis je vois Thibaut Dioli qui est là. Je lui avais soumis il y a quelque temps lors d'un colloque qu'on avait fait au Sénat il y a 2 ans d'avoir également un mentorat pour les demandeurs d'emploi, parce que très souvent la problématique c'est que on perd sa confiance en soi et on a tous des compétences et qu'il faut juste permettre aux gens d'en prendre conscience. Et puis le troisième objectif, c'est d'aller plus loin. Et puis on va beaucoup parler d'Europe dans peu de temps. Et j'aimerais en fait qu'on ait un droit au mentorat européen pour qu'un Finistérien puisse être mentoré par un Allemand, un Suédois ou autre, et qu'on puisse acquérir en fait cette notion de vivre ensemble en tant qu'Européens. Merci pour ces vœux, ces engagements. Regardez, tout a été filmé là. Splendide, merveilleux. Voilà. Je vais faire présentatrice. Et je m'excuse d'avance parce que je retourne chez moi et je vais prendre un avion tout de suite. Donc bonne fin de soirée à tous. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Vous pouvez l'applaudir encore.
la sénatrice du Finistère. Cette soirée, mesdames et messieurs, n'est que le début du mois du mentorat. Et pour parler des temps à venir, on va accueillir le directeur du collectif Mentorat. Merci d'applaudir très fort Nicolas Viennot. Salut Nicolas, vous pouvez prendre un micro juste ici. Donc le directeur de ce collectif, à l'initiative du développement du mois du mentorat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ce qui nous attend tout au long de ce mois ? Oui, vous commencez à le savoir, le mois du mentorat a pour objectif de faire rayonner le mentorat partout en France, de donner de la visibilité à ces acteurs, aux jeunes, aux mentors qui s'engagent. Et cette année encore, le mois du mentorat qui s'ouvre aujourd'hui va être l'occasion de mettre en exergue, de mettre en valeur ces acteurs. Alors, on part dans différentes directions, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le collectif mentorat impulse le mois du mentorat, mais plus les années passent, plus d'autres acteurs s'en saisissent et proposent à leur tour des actions pour alimenter le mois du mentorat. Donc ça tombe bien, cette année, ça a été très facile pour nous d'organiser le mois du mentorat grâce à vous, parce que d'autres acteurs prennent le relais de ce qu'on a pu proposer les années précédentes. Premier exemple, le Mentor Day. Le 17 janvier, ce sera la journée internationale du mentorat. Et l'année dernière, déjà, à cette occasion, on avait organisé le Mentor Day avec le soutien d'entreprises partenaires du collectif Mentorat. On avait notamment, dans les locaux d'Accenture, organisé un job coaching pour donner envie à des collaborateurs d'une quinzaine d'entreprises de s'engager à leur tour comme mentor. Cette année, c'est pareil, on s'appuie sur les 5 entreprises partenaires du collectif Mentorat, Accenture donc, mais aussi BNP Paribas, Schneider Electric, la Fondation SNCF et Sanofi, pour organiser le Mentor Day du 17 janvier, sous la forme cette fois d'une course. Donc les collaborateurs de ces boîtes, mais aussi de toutes les entreprises qui le souhaiteront, pourront courir le 17 janvier à l'heure du déjeuner, de la manière la plus informelle qui soit, ou marcher autour du mentorat pour réunir des personnes déjà mentors avec d'éventuels futurs mentors parmi les collaborateurs. Donc voilà, une forme innovante proposée par nos partenaires pour parler du mentorat autrement. Là aujourd'hui on est au CESE, à Paris. Ah, c'est quelqu'un qui s'est inscrit à la course qui applaudit. Numéro de dossard, dites-nous. Plus sérieusement, on est ici au CESE, on est à Paris, on lance ce mois du mentorat, mais il y aura des actions partout en France. Voilà, alors c'est aussi l'autre point saillant de ce mois du mentorat 2024, c'est que depuis quelques mois, on en avait déjà un petit peu parlé l'année dernière, les associations membres du collectif mentorat souhaitent montrer qu'elles n'agissent pas qu'à Paris, mais même souhaitent ensemble coopérer, développer des initiatives en région. Et c'est particulièrement prégnant cette année puisque 4 événements vont être organisés à l'initiative de nos organisations membres dans 4 différentes villes de France. Et là, le rôle du collectif Mentorat, c'est d'être en soutien, de coordonner, d'encourager ces initiatives. Vous voyez, vous découvrez les villes qui sont là. Voilà, ça commencera à Bordeaux, ville pour laquelle on a le soutien d'un club local des entreprises s'engagent, qui est notre partenaire. Donc le 16 janvier, plusieurs de nos associations organisent cet événement dans les locaux de la préfecture, si je ne me trompe pas. Ça se poursuit le 24 janvier à Lyon, cette fois avec un autre partenaire, puisque l'événement sera consacré au mentorat dans le cadre du Festival de l'Apprendre, donc dans le cadre d'un événement plus large qui dure toute la semaine. Ça se poursuit le lendemain, 25 janvier, à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, cette fois avec un partenariat avec un acteur économique local qui s'appelle Job en Comminges, donc un événement plus orienté entreprise à l'échelle locale. Et ça se termine à Marseille le 30 janvier, dans des locaux qui s'appellent l'Épopée et qui est un tiers-lieu consacré à l'innovation éducative. Voilà, donc on voit des événements qui sont à l'initiative de nos organisations membres avec des partenariats nouveaux et qui nous permettent d'aller plus loin. On ne sera pas à la fin du mois du mentorat, mais malgré tout, on va parler, s'il faut parler de cette conclusion extraordinaire, de ce mois du mentorat 2024, un événement que vous allez organiser avec Evolem Citoyen. Avant d'en parler, j'aimerais qu'on accueille la pilote du fonds de dotation d'Evolem Citoyen, Julie Villouin, qui est là, que vous pouvez applaudir aussi, s'il vous plaît. Bonsoir Julie. Clac. Avant, si vous le permettez, bonsoir à tous et tous. Passer la parole, j'aimerais poser une dernière question à Nicolas. Il va y avoir un webinaire
qu'est-ce qu'on va y apprendre avec Evolem Citoyen? C'est ça. Le mois du mentorat se clôturera le 29 janvier avec un webinaire qui permettra de restituer une étude qu'on a lancée avec le soutien d'Evolem Citoyen. La première étude nationale sur le mentorat à l'échelle des 70 organisations qui étaient alors adhérentes du collectif mentorat. Depuis, on est un peu plus. Et donc, cette étude, elle a été lancée il y a 1 an et demi environ. Et on en a eu les résultats il y a quelques semaines. Et on souhaite partager les résultats de cette étude avec vous. Les questionnements, la problématique, c'est de savoir, en gros, quel est le paysage du mentorat en France, sachant qu'avec le plan Un jeune, un mentor, ce paysage a considérablement évolué en 3 ans. Qui sont les jeunes accompagnés? Qui sont les mentors? Quel est le ressort de leur volonté d'engagement à ces mentors? Y a-t-il un profil type? Est-ce que les programmes de mentorat tels qu'ils sont développés par nos associations permettent ou pas de résoudre les difficultés des jeunes, sachant que ces difficultés sont plurielles et nombreuses? Voilà, donc l'objet, ce sera de restituer tout ça le 29 janvier sous la forme d'un webinaire. Vous êtes les bienvenus, on vous enverra le lien d'inscription. Ouais, ça va être à 11h30, c'est en ligne sur le site du mois du mentorat. Vous pouvez vous inscrire ou directement, évidemment, être là le jour J à 11h30 jusqu'à 12h30. Julie, pourquoi est-ce que Evolem Citoyen a voulu porter cette étude sur le mentorat ? Oui, donc je précise, cette étude, effectivement, ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus avec le collectif Mentorat et l'agence phare qui a réalisé cette étude. Donc un mot sur peut-être qui on est et pourquoi on fait ce travail. Donc Evolem, c'est un family office, le family office de Bruno Rousset, on est basé à Lyon. On a un fort engagement philanthropique qui s'articule, donc notre philanthropie s'articule sur différents axes avec des fonds de dotation dédiés. Evolem Citoyen, donc c'est notre fonds de dotation qui nous permet depuis une dizaine d'années de nous engager pour faciliter l'orientation, la formation et l'accès à l'emploi des jeunes les plus fragiles. Et effectivement, on a souhaité, en portant ce projet d'étude, c'est une thématique, le mentorat, sur laquelle on est engagé depuis plusieurs années. Et en tant que mécène, on a souhaité effectivement faire un peu un pas de côté, prendre un temps de recul sur cette thématique, et donc de lancer ce travail de recherche. Et le rôle de la recherche aussi nous semble crucial parce qu'on n'est pas expert de tout dans les fonds de dotation. Et c'est vrai que ça nous paraissait fort intéressant de s'appuyer sur des chercheurs pour faire ce travail. Nous, en interne, ça nous permet aussi, toute cette matière, de réfléchir et d'orienter nos engagements, nos choix d'action sur la base des résultats de cette étude. Voilà, et enfin, ce travail, on a vraiment souhaité le faire en lien avec les acteurs de terrain qui portent ces projets et ces actions de mentorat au quotidien sur les territoires, d'où notre partenariat avec le collectif Mentorat pour mener ce travail. Voilà, donc j'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui se sont engagés à nos côtés dans ce projet de longue haleine, que ce soit les personnes qui ont participé à notre comité de pilotage, au comité technique de cette étude, parce que, comme je vous le disais, c'est vraiment une démarche collaborative qu'on a portée ensemble jusqu'à cet après-midi. Oui, parce qu'il y a eu une session de travail. Exactement. Il y a peut-être un élément déjà que vous pouvez laisser fuiter. Alors déjà, vous expliquer pourquoi. Oui, alors les éléments, vous les aurez le 29 janvier avec les résultats. Le meilleur teasing. Les résultats donc de cette étude, c'est effectivement l'idée cet après-midi. Donc on a réuni les différentes parties prenantes du mentorat, que ce soit les entreprises mécènes, les associations membres du collectif, les partenaires publics. On était une 40aine, on a travaillé tout l'après-midi. Donc nous aussi, on a bien commencé 2024. On a, à travers des ateliers stratégiques, on a travaillé ensemble avec déjà un temps d'appropriation des résultats autour de cette étude, et ensuite on a travaillé ensemble pour tirer parti des résultats de cette étude autour des préconisations issues de l'étude. Il y a 3 grandes préconisations qui ont été effectivement définies à l'issue de cette étude. Donc voilà, l'idée c'était ensemble, dans une démarche de co-construction, d'essayer de travailler sur ces résultats, d'identifier et de partager des bonnes pratiques, et aussi de réfléchir aux freins et aux leviers pour la mise en œuvre des préconisations de cette étude. Donc l'idée d'avoir une vision plus opérationnelle cette fois,
pour que chacun puisse s'exprimer sur des pistes d'action à mettre en place à l'issue de ces résultats. Alors rendez-vous le 29 janvier. Je n'en dis pas plus, rendez-vous le 29 janvier. Pour ce webinaire en ligne sur lemoisdumentorat.fr. Merci beaucoup Julie, merci beaucoup. Nicolas. Oui, vous pouvez le laisser ici. Je vous laisse rejoindre votre place. On parle souvent, vous l'avez entendu, en tout cas ce soir, du binôme mentor-mentoré. Mais il y a une troisième personne qui, la pauvre, est souvent dans l'ombre, un peu chonchon du coup. C'est le chargé de mentorat. Pour vous en parler, j'invite Sébastien Layeug, le secrétaire du collectif Mentorat. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. C'est aussi le directeur de l'association Proxité. Et je sais, Sébastien, vous pouvez prendre un micro juste ici, que vous teniez à parler de ce sujet ce soir, un sujet important d'ailleurs pour le collectif Mentorat. Qui dit mentorat dit chargé de mentorat. Pourquoi c'est important de parler de ce métier ? C'est très important parce que du coup, depuis le début de cette soirée, on parle de qualité, on parle de proximité, on parle de changement d'échelle. Et en fait, rien de tout ça ne serait possible sans elles et ces garçons et ces filles en fait, qui font ce métier de responsable de mentorat. Et vous allez le voir, parce que je crois qu'il y a une vidéo juste après, où pour une fois on leur donne la parole, c'est que ces responsables de mentorat, on en entend peu parler. Et c'est vrai, parce que quand on parle de mentorat, on va parler des jeunes, on va parler des binômes, on va parler des bénévoles qui s'engagent. Et pourquoi c'est important d'en parler ? Parce que du coup, déjà, c'est montrer que derrière chaque binôme qu'on a créé depuis le lancement du plan mentorat, mais même bien avant, puisque du coup, pour certaines des structures qui sont présentes dans le collectif, ça fait plus de 20 ans qu'on fait ce travail-là. Derrière chacun de ces binômes, en fait, il y a du coup un responsable de parrainage, un responsable de mentorat, qui va s'assurer de la qualité, du succès en fait de cette relation. Et donc, c'est important pour nous juste de les montrer, pour montrer le travail qui est fourni et tout le sérieux qui est mis en place. C'est important aussi d'en parler ce soir parce que ça fait partie un peu de l'engagement qu'on a pris lorsqu'on a rejoint en tant qu'association le collectif Mentorat, c'était de se dire on va le faire de manière professionnelle, en s'assurant de l'impact. Et mine de rien, c'est eux qui sont responsables de cet impact-là. C'est eux qui font du coup ce travail et en sens positif pour le jeune et pour le bénévole. Et donc du coup, on essaye, nous, de partager, dans le cadre du collectif Mentorat, des outils, des cadres qui nous permettent de faire en sorte que ce métier il soit simple et efficace et du coup qu'on s'assure que toutes les structures qui se lancent dans le mentorat aient bien des responsables de mentorat pour pouvoir le porter derrière. Et puis le dernier point, en fait, pourquoi c'est important aujourd'hui d'en parler, c'est parce que si on fait un changement d'échelle, en fait, il faut plus de responsables de mentorat. C'est un métier qui n'existe pas. En vrai, il n'y a pas de formation responsable de mentorat. Donc, tout repose en fait sur les structures qui accompagnent, qui forment, qui outillent. Et il faut attirer en fait des personnes en fait comme sur ces métiers-là. Et donc, c'est le rendre visible, le valoriser, montrer ce qui s'y fait, et puis montrer ce qui peut s'y faire et ce qu'on va développer comme compétence en fait lorsqu'on va faire ce métier de responsable de parrainage ou de mentorat. Et puis pouvoir du coup derrière qu'est-ce que ça va engendrer comme carrière à la suite de ça quand on vient faire ce métier-là dans des associations comme dans les nôtres. C'est ce qu'on propose de faire maintenant alors, en vidéo. Venez avec moi. J'étais un peu stressé, c'est la première fois. Si je devais utiliser un mot donc pour définir mon rôle, j'utiliserais celui de facilitateur. J'accompagne au début un jeune et un mentor, et ensuite j'accompagne donc cette relation. Jérémy Arnaud, j'ai la chance d'être chargé de mentorat. Donc moi je m'occupe vraiment de, dans un premier temps, faire du sourcing, c'est-à-dire trouver les mentors qui acceptent d'être bénévoles dans notre association, et aussi des jeunes dont le programme pourrait les intéresser et les aider et les accompagner. Bonjour, je m'appelle Audrey Serre et je suis chargée de mentorat. Quand j'ai commencé à m'engager, il y a eu un véritable processus d'écoute et d'échange avec mon chargé de mentorat afin de comprendre à la fois mes besoins et mes attentes, et je sais que ça se passait à la fois de mon côté mais également du côté du mentoré. Je m'appelle Sophie, je travaille dans la communication et dans les médias et je suis mentor depuis bientôt 1 an au sein d'une association. Les grandes étapes sur lesquelles j'interviens sont la formation auprès des mentors. Je m'appelle Laura Delsol et je suis coordinatrice de programme mentorat.
L'engagement associatif ne s'improvise pas. J'ai suivi une formation sur des thématiques très spécifiques qui permettent du coup d'être préparé face à certaines situations parfois délicates ou de bien comprendre, de bien appréhender les parcours parfois difficiles des mentorés. Et ensuite, on s'occupe de faire des sessions de matching avec mes collègues dans l'objectif de créer des binômes les plus pertinents possibles. Ils sont venus me présenter le programme et ils te mettent avec un binôme. Bonjour, je m'appelle Abdesamad et je suis accompagné depuis 1 an avec ma mentor Louise. Finalement, un matching, s'il est bien fait, peut changer une vie, que ce soit celle d'un mentor ou d'un mentoré. L'étape que j'apprécie le plus, c'est réellement le rendez-vous de présentation. C'est ce moment au cours duquel le jeune va rencontrer son potentiel futur mentor. À partir du moment où la relation de mentorat débute, j'assure donc son suivi à travers un certain nombre d'indicateurs. Je m'inquiète de leur situation, je m'assure qu'ils ont bien compris ce que le mentorat pouvait impliquer. Le suivi qui est proposé par les chargés de mentorat permet de rassurer le jeune et le mentor tout au long de leur relation. Franchement, la relation avec ma chargée mentorat Bérénice, elle est agréable. Elle est à l'écoute quand je l'appelle. Bérénice m'a donné des bonnes conditions et me préparer mentalement pour parler avec ma mentor Louise. Il y a quand même un petit peu un équilibre à trouver quand on est référent binôme et qu'on est chargé de mentorat. Ça va être de vraiment être identifiable et d'être présent pour le binôme en cas de besoin, mais de laisser quand même une autonomie à la fois au mentor et aux jeunes, de pouvoir créer cette relation de confiance entre eux. Et une fois que l'accompagnement est fini, on passe à une phase de clôture pour vérifier que tout le monde a été satisfait par le programme. L'un des éléments qui me plaît le plus dans mes activités de chargé de mentorat, c'est de créer des relations entre des gens qui ne se seraient jamais rencontrés en dehors du programme de mentorat. Le mentorat est une carte supplémentaire pour créer du lien, pour créer de la cohésion sociale. Le plus important pour moi, c'est d'être à l'écoute des jeunes et des mentors. Et ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est la diversité des missions et de pouvoir parler avec des personnes au profil très différent au quotidien. Le métier de chargé de mentorat, c'est vraiment un métier important. C'est un peu un métier de l'ombre, mais finalement, il est là tout au long de la relation entre le jeune et le mentor et tout au long des processus. Et il permet vraiment à ce que l'accompagnement se passe au mieux. Des témoignages très intéressants. Quel regard, alors Sébastien, est-ce que vous portez sur ce métier, celles et ceux qui le font ? Alors c'est pas pour les flatter, mais moi je suis assez admiratif du métier qu'ils font. Parce que c'est un métier, vous l'avez vu, ils l'ont dit, ils l'ont très bien dit, c'est un métier tout-terrain. C'est un métier tout-terrain parce que, sans mauvais jeu de mots, ils sont sur le terrain. Parfois dans des conditions pas évidentes, dans des quartiers qui sont difficiles. La sortie de la crise sanitaire a été extrêmement dure dans certains quartiers, où les responsables de mentorat se sont retrouvés dans des lieux où le trafic, la violence avaient pris une place beaucoup plus importante qu'elle n'avait avant la crise. C'est du coup des gens qui occupent le terrain, qui sont présents, qui vont aller échanger avec, la jeune fille le disait très bien, des gens très différents. C'est-à-dire qu'être responsable de mon mentorat, c'est être capable de parler avec une famille, être capable de parler avec des jeunes qui parlent très peu français, être capable du coup de s'adresser à des parfois très jeunes, comme des collégiens, et expliquer ce que c'est le mentorat, ce qui est quand même pas ultra facile, mais ils y arrivent. C'est aussi être capable de matcher intelligemment, c'est-à-dire trouver le bon binôme en fait qui permettra en fait de fonctionner, d'atteindre les objectifs. C'est former, outiller ces binômes, les suivre, tout ça en laissant de l'autonomie, mais en étant présent dans les moments difficiles. Et il y en a plein, parce qu'en fait le mentorat ça marche, mais c'est quand même fait aussi de beaucoup de moments qui sont un peu compliqués et difficiles. Et la magie en fait de ces responsables de mentorat, c'est qu'ils sont là en fait pour répondre aux besoins de manière discrète, mais toujours hyper professionnelle et hyper présente. Et du coup, ce soir, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus que de vous présenter ce métier, de vous dire à quel point il est important et central dans tout ce qu'on a construit. Et juste ce que j'aimerais que vous fassiez, parce que du coup, ils sont pas habitués à ça, c'est juste si vous pouvez un tonnerre d'applaudissements pour elles et eux. Voilà. Parce qu'il y en a plusieurs dans la salle ce soir, des chargés de mentorat. Il y en a beaucoup. Eh ben, vous pouvez vous lever, je vous propose, les responsables de mentorat, bravo. C'est votre moment à vous. Allez, levez-vous, s'il vous plaît. Allez, allez. Oh là là là. Allez, levez-vous. Ici, là. Et il y en a encore d'autres là.
On les applaudit, mais ils sont aussi très timides. Ouais, ils sont secrets et timides. Il y en a deux en fait qui étaient là. Vous demanderez à Glénie en fait, parce que du coup je l'ai vu tout à l'heure, qui est une ancienne responsable de mentorat. Elle vous orientera vers tous les anciens responsables de mentorat. On va organiser une grande, et donc vous pourrez aller les voir au cocktail et leur poser toutes les questions que vous avez en tête sur les merveilles de ce métier. Et un grand merci à eux. Merci beaucoup Sébastien. On peut l'applaudir très fort également. On va continuer, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, sur le sujet des associations. On va accueillir une personne qui, par ses fonctions, travaille avec un grand nombre d'entre elles. C'est le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Merci d'accueillir Thibaut de Saint-Paul. On vient de parler des chargés de mentorat. Thibaut, bonsoir. Je vous laisse prendre un micro. La JEPVA, c'est l'acronyme de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. C'est l'administration en fait, du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Elle pilote le plan Un jeune, un mentor, si je ne me trompe pas, depuis bientôt 3 ans, pour faire vivre ce plan. C'est quoi votre regard, vous, sur l'évolution de l'écosystème ? Alors, effectivement, elle le pilote en lien avec d'autres acteurs, notamment avec le ministère du Travail. Je vais commencer, moi aussi, par saluer le travail des chargés de mentorat en prolongement de ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, on sait qu'au cœur du mentorat et de ce qu'on met en place, il y a l'enjeu que la relation entre le mentor et le mentoré, elle s'inscrive dans la durée. Et donc, ce matching et ce rôle qu'on vient d'évoquer au travers de la vidéo, il est particulièrement stratégique. Et en particulier, quand on est auprès de publics très différents et très divers. Et donc, effectivement, un des enjeux du plan Un jeune, un mentor est d'aller chercher ces publics qui en ont le plus besoin. Et donc, la manière dont on va pouvoir appareiller le mentor, déjà les trouver avec un jeune et faire que la relation prenne et s'inscrive dans la durée, c'est quelque chose d'extrêmement stratégique. Et effectivement, peut-être moins visible, et c'est important que ce soir on prenne le temps de le mettre en lumière, parce que c'est au cœur de la stratégie qu'on a mis en place. Et ces acteurs, ils peuvent s'appuyer sur un certain nombre d'outils. Par exemple, la plateforme Un jeune, un mentor, qu'on va continuer encore avec le collectif Mentorat à renforcer. Mais l'humain, cet appariement, est véritablement au cœur des dynamiques qu'on a mis en place avec l'ensemble des associations au travers de la construction du plan. Et effectivement, aller chercher ces jeunes les plus vulnérables, les plus en situation de fragilité, ceux qui en ont besoin pour pouvoir les accompagner dans des dynamiques d'orientation, d'insertion, c'est vraiment tout l'enjeu. Et on voit bien que dans cette perspective-là, la montée en charge qu'on a connue depuis le lancement de ce plan, c'est déjà une réussite et il faut le saluer. Du côté de l'État, c'est en lien avec les associations une forte dynamique depuis 2021. C'est 3 appels à projets, c'est 60 associations qui ont été bénéficiaires de ces appels à projets. Ces structures lauréates, c'est très majoritairement effectivement des associations qu'on a effectivement accompagnées dans cette dynamique. C'est une campagne de convention pluriannuelle portée par l'État pour justement pouvoir accompagner dans la durée ces associations et faire que la dynamique, elle se poursuive. Et c'était important pour nous. Et donc, c'est un point extrêmement important. Et c'est aussi une dynamique interministérielle qui est forte et qu'on cherche à prolonger avec l'ensemble des ministères. Et donc, pour moi, un point important, c'est, je tiens à en féliciter les 60 associations qui ont été lauréates, c'est leur capacité à innover et à s'adapter à ces contextes dans une situation de forte montée à l'échelle. Et c'est ce qu'on a vu au cours de ces 3 années, des associations qui ont réussi à passer différents paliers et à accompagner des nombres de jeunes de plus en plus importants. Et donc c'est vraiment, je pense, ce qu'on peut relever comme grand succès mené au cours de ces 3 années et en tenant toujours cette volonté d'aller chercher des publics les plus fragiles.
Et ce qui est important pour nous aussi, et qu'on relève, c'est la grande diversité des associations qui sont concernées par le plan, une grande diversité qui s'est accrue au sein du collectif Mentorat, et qui permet donc de toucher des publics de plus en plus divers. Et c'est aussi un point extrêmement important pour nous. Ce mentorat, il s'inscrit bien sûr dans une complémentarité étroite avec les autres politiques pour la jeunesse qu'on porte, des politiques d'information jeunesse, la réserve civique, le service civique que de nombreuses associations présentes aussi mobilisent. Et ce qui nous intéresse, c'est cette complémentarité. On voit qu'on suit les mêmes objectifs et qu'on a un ensemble de dispositifs qui répondent aux situations particulière des jeunes, et c'est vraiment ça qu'on a cherché à co-construire ensemble depuis 3 ans, et c'est cette diversité qui est à mes yeux la grande réussite de ce plan. Et alors du point de vue de la JEBVA, ce sera quoi l'enjeu, les prochains enjeux qui concernent le mentorat ? Alors effectivement, on a un grand nombre de réussites, mais on a encore des défis face à nous. Peut-être le premier défi, en lien avec ce qui a été évoqué avant, c'est d'aller chercher toujours plus les jeunes qui en ont le plus besoin. Et c'est des jeunes qui sont parfois plus complexes à accompagner, qui sont plus difficiles parfois à motiver aussi dans une relation sur la durée. On l'a vu au travers de 2 exemples marquants tout à l'heure, à l'association C'est Possible ou Break Poverty, les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. C'est vraiment des directions qui sont importantes pour nous. Les jeunes de la voie professionnelle, les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, les jeunes qui souffrent de handicap, on ne les a pas encore évoqués, mais aussi les jeunes ultramarins. Enfin, il y a un certain nombre de situations spécifiques sur lesquelles il y a un vrai savoir-faire chez certaines associations présentes ici, et qui est pour nous extrêmement important et qui permet de répondre à la grande diversité de situations des jeunes et donc de besoins aussi de ces jeunes. Et nous, bien évidemment, depuis l'origine, à la JEBVA, en lien avec nos partenaires, le HC3E, le ministère du Travail, on a cette volonté d'encourager dans les appels à projets, dans la sélection des lauréats, des associations qui aillent chercher ces jeunes qui en ont le plus besoin et qui puissent apporter à ces jeunes, à qui il manque parfois le réseau, les conseils, ce soutien dont ils ont besoin pour aller plus loin, pour leur orientation, pour leur insertion professionnelle. Et donc, du point de vue de la JEBVA, il y a aussi la nécessité, je l'évoquais tout à l'heure, d'inscrire une dynamique en interministériel, en interservice. Et donc, on travaille étroitement avec l'ensemble des ministères qui sont pleinement engagés. On tenait encore une réunion le mois dernier à laquelle Thibaut Guilluy était présent aussi avec nous, avec cette volonté de travailler sur certaines sous-population de jeunes qui en ont besoin, et celle que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, l'enjeu, et c'est aussi pour ça que je soulignais l'importance des chargés de mentorat, de réussir à diversifier les profils de nos mentors. On le sait, on a en majorité des profils qui se ressemblent, et pour aller toucher ces jeunes qui ont une grande diversité de profils, de besoins, il faut que collectivement on se donne les moyens d'aller chercher peut-être des profils encore plus différents avec lesquels ça puisse matcher encore mieux sur certains jeunes en situation de fragilité. Et c'est probablement aussi un défi pour nous, au-delà bien sûr des enjeux de formation aussi des mentors qu'on a évoqués tout à l'heure. Et puis peut-être dernier point pour pas être trop long, c'est l'enjeu de l'évaluation de nos politiques publiques. On a des travaux en cours au sein de l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. On a une étude qui nous a été annoncée et dont on a hâte de voir les résultats. Tout ça, ça nous aide collectivement à faire un pas de côté, regarder comment est-ce qu'on peut s'améliorer, en tirer des enseignements, et c'est aussi ça qui fera la force de ce qu'on est capable de porter collectivement. Merci beaucoup Thibaut de Saint-Paul, que vous pouvez applaudir. Je vous laisse rejoindre l'Assemblée pour la JEBVA. Je ne m'y fie pas à cet acronyme. On dirait un cours en musical, genre la dancehall, le JEBVA. Présentez-nous les artistes de la JEBVA, s'il vous plaît. L'année dernière,
La soirée de lancement du mois de mentorat était l'occasion de remettre la première victoire du mentorat, un trophée, en l'occurrence aux 10 associations de la première promotion de la fabrique du mentorat. Et cette année, vous le voyez, puisque le trophée est juste derrière moi, il est là depuis le début de cette soirée, la tradition se poursuit pour mettre à l'honneur une initiative ou une organisation qui a œuvré en faveur du mentorat. Et cette année, pour remettre cette victoire, j'ai le plaisir d'accueillir un soutien de longue date du mentorat. C'est le directeur général de France Travail, c'est Thibaut Guilhuy, que vous pouvez applaudir. Merci beaucoup Thibaut d'être avec nous pour remettre cette victoire du mentorat. Bienvenue sur notre scène. Est-ce que vous pouvez nous dire à qui cette année elle a été attribuée et surtout pour quelles raisons ? Alors là, pour les raisons, j'espère quand même que celui à qui on va remettre le prix, je crois que c'est le représentant en fait d'un collectif aussi. Vous voyez, collectif mentorat, là c'est collectif de 38 entreprises. Donc peut-être vous dire en tout cas, pour faire durer le suspense, qu'on m'a dit quand même au moins 1 minute 30 de suspense. D'abord vous dire que c'est les deuxièmes victoires et c'est un beau symbole parce que la première fois effectivement c'était pour cette dizaine d'associations qui s'étaient lancées ou qui se développaient dans le mentorat parce que effectivement et ça a été rappelé par Thibaut de Saint-Paul, l'objectif de ce mouvement pour le mentorat c'est qu'il puisse toucher tous les publics, tous les territoires, toutes les personnes et que des grandes associations du mentorat qui ont initié la démarche puissent accompagner d'autres à pouvoir se développer et grandir. C'était un beau symbole pour la première, cette première cérémonie. Aujourd'hui, c'est aussi un autre beau symbole parce qu'il n'y a pas de mentorat s'il n'y a pas évidemment les pouvoirs publics qui sont au soutien de cette politique, mais d'abord les associations qui ont lancé, qui développent, qui travaillent sur le terrain, tous ceux qu'on a applaudi tout à l'heure, mais aussi les entreprises qui se bougent, qui s'engagent, qui s'impliquent. Et d'ailleurs, si le mentorat est né, c'est bien parce qu'il y avait quelques associations et quelques entreprises pionnières du mentorat. Mais si on a envie de développer le mentorat, il faut qu'on ait plus d'entreprises qui s'engagent. Et donc, aujourd'hui, de remettre ça à un collectif d'entreprises qui, elles aussi, ont fait le choix courageux du collectif et de ne pas agir seules dans leur coin, mais d'essayer de mettre leur énergie, leur capacité d'action et d'engagement en commun. C'est le collectif des entreprises inclusives. Elles ont démarré à 13, je crois. Maintenant, elles sont 38 grandes entreprises, près d'1 500 000 salariés quand même à elles seules. Donc, vous voyez bien le potentiel qu'elles ont d'impact. Et donc, je pense qu'on peut les applaudir très fort. Et pourquoi on les a retenues ? Ouais, applaudissez-les. Je pense, alors j'étais pas dans le jury, donc j'ai le droit de dire peut-être des bêtises, mais en tout cas, de dire que si on les a retenues, c'est parce que d'abord, la plupart d'entre elles ont été à l'initiative, et je vois aussi Gilbert Modéroche qui est là, ou Crit, vous avez été présents depuis le départ sur le mentorat. Vous n'avez pas attendu le plan Un jeune, un mentor, je pense, pour être aux côtés des associations, pour vous engager. En tout cas, il y a un certain nombre des entreprises du mouvement qui en ont fait partie. La deuxième des choses, c'est qu'ensuite, vous avez dit chiche quand les associations, avec les pouvoirs publics, ont dit allons-y sur Un jeune, un mentor, parce que, évidemment, s'il y a plus de mentorés, il faut évidemment beaucoup plus de mentors. Et donc, s'il n'y a pas les entreprises qui sont au rendez-vous, ça ne marche pas. La troisième des choses, c'est que le chiche, c'est plus de mentors, mais c'est aussi parfois plus de moyens. Parce que le financement, c'est certes un peu les pouvoirs publics, mais c'est aussi les entreprises qui accompagnent ce modèle économique pour assurer le changement d'échelle. Et je sais quand même les efforts qui sont faits par les entreprises pour cela. Et puis, la troisième chose que je crois vous avez fait, c'est que vous avez défendu la cause et vous avez décidé de la porter ensemble, puisque derrière le mois du mentorat, derrière l'année de la grande cause, il fallait bien aussi sensibiliser pour engager plus de personnes, plus d'acteurs, plus d'entreprises dans ce pays. Et c'est ce que vous avez fait en soutenant, je crois, de façon très concrète, très forte, le collectif mentorat pour créer des émules et pour accompagner ce changement d'échelle. Donc pour toutes ces raisons-là, et aussi peut-être pour cette façon de le faire avec de la sincérité, du cœur et aussi une certaine humilité qui nous invite toujours à essayer de faire un petit peu mieux, je pense que le jury qui a choisi ça a bien fait de vous choisir, mais maintenant c'est à vous de prendre la parole et puis de nous expliquer ce que vous allez quels sont les futurs engagements que vont prendre toutes ces entreprises pour pouvoir aller plus loin, faire plus, faire mieux, évidemment, ensemble dans les
jours qui viennent. Voilà, je crois qu'Olivier Girard, tu peux nous rejoindre. Vous les applaudir très Voilà. fort pour le collectif d'entreprises pour une économie plus inclusive. C'est Olivier Gérard, le porte-parole, le président d'Accenture France et Benelux. Bonsoir Olivier. Et juste avant de céder le micro, bonsoir. Juste de dire que certes il y a tous ces engagements-là, mais évidemment, moi je suis ravi de voir que le mentorat, et je sais aussi quand même tout le chemin qui nous reste à faire les uns et les autres pour continuer de progresser. En tout cas, vous pouvez compter sur France Travail. On a un partenariat qu'on a testé avec nos quartiers ont du talent et on m'a dit, pour connecter en fait et permettre à tous les jeunes qui correspondent en fait au profil de nos quartiers ont du talent, de leur mettre en visibilité systématiquement à chaque fois qu'ils passent par France Travail. Il me semble, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, que ça avait doublé le nombre de jeunes qui pouvaient en bénéficier. Et juste du coup, j'en profite pour vous dire qu'évidemment, avec le collectif Mentorat, avec les associations du collectif Mentorat, évidemment avec les entreprises s'engagent et le collectif, pour accompagner les jeunes qui sont en sortie de lycée professionnel, pour lutter contre le décrochage étudiant, pour accompagner les jeunes dans le cadre des contrats d'engagement jeunes, mais aussi de manière générale pour tous ces demandeurs d'emploi qui peuvent à la fois devenir des mentors et être eux-mêmes des mentorés. En fait, cette culture du mentorat, nous avons bien l'intention dans France Travail de pouvoir la développer. On aura évidemment besoin d'un partenariat fort avec le collectif Mentorat et vous tous qui êtes là. Donc vous pouvez compter sur nous pour œuvrer à vos côtés et prendre aussi un petit peu notre part à cet effort collectif pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui puissent bénéficier de cette solidarité et de cette relation forte entre le mentoré et le mentorat. Merci à tous. Restez là. Je vous en prie, Olivier. Voilà, merci Thibaut. Je suis donc doublement fier de recevoir ce prix de tes mains à toi, d'abord, parce qu'effectivement, tu as une paternité incroyable dans cette histoire. Et la deuxième chose, c'est que je représente un collectif, tu l'as dit, c'est le mot qui a été le plus utilisé ce soir, c'est donc bien chargé de sens. Donc c'est le collectif des 38 qui devient 39, d'ailleurs, parce qu'on ne cesse de s'agrandir. L'objectif, c'est d'avoir tous ensemble 2 millions de salariés, et notre contribution à l'objectif des 200 000, qui est aussi en train de bouger, d'ailleurs, je crois, c'est de créer 20 000 couples de mentors mentorés à la fin 2025, et 20 000 parce que ça fera 1% du nombre de salariés que ce collectif-là espère donc réunir à la fin de 2025. Où est-ce qu'on en est sur ces 20 000-là, puisque ce collectif existe depuis 2018, il agit sur d'autres parties de l'économie inclusive, mais en particulier sur celle du mentorat. On a démarré à 3 000, on a doublé en un an, donc l'année 2023, l'année où c'était une grande cause nationale. Donc on est encore loin, il y a encore du chemin à faire, tu as raison Thibaut, il faut qu'on continue à se mobiliser, mais on va le faire avec les entreprises s'engagent, vous pouvez compter sur nous, il y a d'autres barrières encore à faire tomber, aller plus loin dans les territoires, les lycées pro, on l'a parlé ce soir, l'école bleue, le mentorat dans l'univers d'école bleue, c'est différent avec l'école blanc, ça c'est un sujet très important si on veut aller plus loin. Et je voudrais terminer pour parler un peu des mentors, parce qu'on a parlé des chargés de mentorat, on a parlé des mentorés, et vous raconter la dernière action que ce collectif a faite. Nous étions chez L'Oréal il y a quelques semaines et on a organisé une rencontre de job coaching. J'imagine que tout le monde sait ce que c'est que le job coaching ici, mais je vais quand même le définir en 30 secondes. C'est un moment extraordinaire où pendant 1 heure, vous avez un jeune, alors il y avait 25 jeunes ce soir-là qui étaient là grâce à Article 1 et à Capital Filles, et 25 dirigeants d'entreprise, puisque ce collectif, celui des 38 et des 39, réunit des dirigeants d'entreprise, dont une grande partie du CAC 40. Donc ces jeunes étaient un peu impressionnés quand même d'avoir des mentors, entre guillemets, qui avaient ces positions-là dans l'entreprise. Je peux vous dire aussi que les dirigeants aussi étaient un peu impressionnés d'avoir pour la première fois, pour la plupart d'entre eux, à faire cet exercice de job coaching. Le job coaching, c'est un jeune présente son CV, son parcours en quelques minutes. Et après, on inverse les rôles. C'est celui qui est en train de devenir un mentor, le dirigeant, qui devient le jeune et qui raconte, c'est pas son expérience, mais l'expérience de celui qui est en face de lui, mais avec son expérience et ses mots. Et voilà, et ce soir-là, 25 relations humaines se sont créées et continuent à vivre. Voilà, vous pouvez compter sur nous. On ira aux 20 000 et au-delà. Merci Thibaut, merci à vous tous pour votre mobilisation. Et sous vos applaudissements, je vous propose de remettre ce prix sous les flashs de notre photographe. Merci beaucoup à vous deux. Bravo en tout cas pour votre engagement. Pour poursuivre nos échanges autour de l'implication des entreprises dans le mentorat, je vous propose d'accueillir la trésorière du collectif Mentorat. C'est aussi la DG de Télémac. Merci d'accueillir Erika Cogne.
Est-ce que vous pouvez nous dire, Erika, quel rôle jouent les entreprises dans le déploiement que le mentorat connaît aujourd'hui? C'est quoi pour vous les enjeux? Oui, alors effectivement, dès le départ, des entreprises étaient déjà engagées et notamment, on a monté dès le début un comité stratégique des entreprises avec des entreprises pionnières du mentorat en France comme BNP Paribas, Sanofi, Schneider, la SNCF. Mais ça a été important dès le début de dépasser ces premières entreprises pionnières et d'aller non seulement conquérir l'ensemble du CAC 40 et du SBF 120. D'ailleurs, il y a encore quelques entreprises qui ne sont pas engagées dans le mentorat, dans le CAC 40 et dans le SBF 120. Je ne comprends pas. Donc voilà, maintenant on va faire du name and shame des entreprises qui ne sont pas... je vois Benjamin qui est bien d'accord avec ça, qui ne sont pas encore engagés dans le mentorat. J'ai la liste, hein. Je plaisante. Mais voilà. Donc, qui sera publié. Donc voilà, ce sera publié pendant l'apéro, effectivement. Et donc au départ, ça a été parce qu'en fait, on a créé cette politique publique, même si on était déjà plusieurs associations depuis 20 ans, 30 ans à faire du mentorat. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, maintenant, on réunit quand même 1600 entreprises partenaires, qu'on a un super partenariat, effectivement, avec le collectif des entreprises. Il va falloir trouver un nom plus simplifié, d'une économie plus inclusive, s'il vous plaît, voilà, et avec tout le soutien d'Accenture depuis des mois, et bientôt d'autres branches professionnelles qui vont nous soutenir, et le collectif des entreprises s'engage avec quand même 70 000 entreprises derrière. Donc en fait, on a les reins pour maintenant aborder la question du mentorat d'un point de vue territorial, parce que finalement, sur chaque territoire, on a un chargé de mentorat pour aller identifier des jeunes et pour trouver des mentors. Donc il va falloir aller convaincre chaque TPE, PME, ETI et j'ai envie de dire start-up. Aujourd'hui, même chez Télémac, on a des start-upers qui sont mentors. C'est possible. On peut être mentor dans n'importe quel type de taille. Je dis ça devant le DG de France Travail, cher Thibault. Voilà, en France. Vous restez avec moi, Erika, pour poursuivre nos échanges avec des entreprises engagées, justement, dans le mentorat. Je vais inviter à monter sur scène la PDG du groupe CRIT, Nathalie Jaoui, que vous pouvez applaudir, et le DRH adjoint du groupe SNCF, Eric Vandeghe-Uche. Vous pouvez les applaudir très fort, mesdames et messieurs. Hein. Il y a des micros, regardez, hop. Je vous en donne un autre, ici. Bonsoir, comment allez-vous? Venez un peu vous rapprocher du centre-scène. Nathalie, vous êtes la présidente du groupe CRIT. C'est une entreprise familiale, nouvellement engagée dans le mentorat. Je dis ça puisque chez vous, la démarche elle est initiée officiellement depuis 2023, d'ailleurs à date de la grande cause nationale du mentorat. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous engager sur cette thématique? Pour toutes les bonnes raisons qui ont été dites précédemment par tous les interlocuteurs, brillants et très motivés. Non, c'est parce qu'elle vous a mis un coup de pression pour la liste, c'est ça? Elle vous a parlé de la liste? Ouais. Donc, parce que effectivement, Groupe CRIT est une entreprise qui exerce son activité dans les ressources humaines, le recrutement, le travail temporaire, et que je savais pertinemment qu'effectivement, les valeurs de notre société correspondaient parfaitement au mentorat. Donc, l'idée, c'était qu'on puisse réaliser et être actif, et puis avoir bien évidemment des résultats pour aider les jeunes qui en avaient besoin. Donc, nous, on croit à l'inclusion, on croit à une société voilà, plus juste. Et donc, on avait envie de mettre notre pierre à l'édifice. Même si la pierre, effectivement, est petite. Elle est petite parce qu'elle est toute neuve. Voilà. Mais ça fait 4 mois. Alors, non. Non, mais elle est toute neuve officiellement. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'en réalité, il y avait beaucoup de personnes qui, effectivement, participaient et étaient mentors, mais de façon plus individuelle. Et donc, là, quel on a bilan eu vous pouvez envie... en tirer, déjà? Écoutez, nous, on a quand même 5% de nos permanents qui ont répondu présents et qui sont mentors. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ça répondait vraiment à une vraie envie et à un vrai besoin. Et on est extrêmement content. Alors, c'est vrai qu'on fait du recrutement, donc ça a beaucoup plus parlé, sans doute, aux salariés. Mais en tout cas, ils étaient extrêmement fiers de pouvoir y participer. Puis, c'est instructif pour tout le monde. Ça permet aux mentorés d'être évidemment aidés, mais également aux mentors
de se confronter en fait à ce type d'exercice. Et c'est vrai que, comme le disait Olivier Gérard tout à l'heure, c'est assez surprenant d'être dans l'autre position et d'être aussi mentor, et ça apprend des choses. Alors il paraît que Et vous, ça rend justement, humble. à titre personnel, vous allez devenir mentor, ou peut-être que c'est déjà fait. Je veux pas dire non quand même. Non, j'y crois. Moi, de toute façon, c'est voilà, dès qu'il y a une possibilité d'accompagner quelqu'un et de trouver voilà, du travail, par exemple, pour une personne ou pour l'accompagner, bon, ben voilà, c'est un plaisir, une satisfaction personnelle. C'est une réalité, donc bien sûr, je serai mentor. Erika, il n'est jamais trop tard, donc. Hein. Ah oui, alors on a ça c'est pareil, il n'y a pas de mythe sur à quel moment on peut être mentor. On a des mentors qui sont étudiants, on a des mentors qui sont jeunes diplômés, qui viennent de rentrer dans le marché du travail, on a des mentors qui sont en milieu de carrière, en fin de carrière, retraités, et on a des mentors qui sont assistantes comme PDG. Donc vraiment, il n'y a pas de... Je pense que c'est important. Depuis le travail sur cette politique publique, ensemble avec les entreprises, on a déconstruit également les stéréotypes sur le mentorat et la possibilité d'être mentor. Eric, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, juste dire qu'effectivement, on met membre actif du collectif pour une économie plus inclusive et que, en échangeant avec les différentes entreprises de ce collectif, dont Accenture, bien sûr, on a effectivement été mis en relation, parce que c'était quand même toute une démarche aussi. On a été mis en relation avec des associations, avec le collectif Mentorat, qui nous a mis en relation avec des associations de façon tout à fait neutre, objective, et qui nous a permis de choisir, voilà, NQT en l'occurrence, pour pouvoir travailler sur le mentorat, parce que c'est une organisation, quand il y a beaucoup de salariés, à mettre en place, et il faut aussi former les gens. Donc je les remercie les uns et les autres. À vos côtés, il y a Eric, on le disait, directeur adjoint à la DRH du groupe SNCF. C'est une entreprise, on le sait, hein, toutes et tous, qui est engagée de longue date dans le mentorat, notamment d'ailleurs auprès du collectif Mentorat. On peut, pour contextualiser, dire que vous êtes à un stade mature d'engagement de collaboratrices et de collaborateurs sur cette question du mentorat auprès de nombreuses autres associations. Est-ce que vous pouvez nous dire combien est-ce que vous engagez de mentors? Je peux vous le dire. Mais d'abord, je voudrais dire que les valeurs de notre entreprise, notre projet d'entreprise, notre stratégie RSE nous poussent très fortement à promouvoir l'engagement citoyen de nos salariés. Et évidemment, le mentorat de jeunes fait partie de ces engagements citoyens. Alors j'avoue que les performances du collectif pour une économie plus inclusive m'ont épaté, puisqu'effectivement on est un acteur ancien du mécénat, mais on n'est encore pas à ce niveau d'implication de nos salariés. Alors on veut faire mieux. Je vais vous expliquer comment. Aujourd'hui, le mentorat bénéficie du véhicule mécénat de compétences, hein, qu'on développe en faveur des associations partenaires de la Fondation SNCF. Et ce mécénat de compétences, il permet à nos salariés qui veulent faire du mentorat de prendre 1 à 10 jours de temps de travail pour aller réaliser cette expérience. Alors, aujourd'hui, on a... depuis 3 ans, engagé 500 mentors. On veut accélérer fortement cette tendance et on vise à horizon 2025, donc dans 2 ans, 1000 mentors. On a des sujets structurels sur lesquels on essaie de travailler pour développer cet engagement, mieux sensibiliser les salariés et leurs managers, puisque le manager doit donner son accord pour que le salarié puisse partir. Et on a notamment, ça a été cité rapidement, 2 points d'achoppement. Ce sont surtout les cadres qui s'engagent. Et la SNCF, c'est 50% d'agents d'exécution quand même. Donc là, on a un vrai sujet à travailler. On le travaille avec la Fondation, avec le collectif Mentorat, pour essayer de voir les leviers qu'on peut activer. Et puis, on a aussi un engagement qui est plus fort en Ile-de-France que dans les régions. Ça s'est entendu. C'est quoi les compétences clés qui sont développées par les mentors, vos collaborateurs? Je trouve que c'est une très bonne question, parce que quand on parle de mentorat, on pense évidemment souvent à la valeur que le mentorat crée pour le mentoré, mais le mentorat, il crée aussi beaucoup de valeur pour les salariés des entreprises. D'abord, très clairement, c'est démontré, enfin nous on s'en rend compte, le salarié mentor, sa satisfaction et son engagement, elle monte comme ça. Alors il vit une expérience humaine qui est passionnante, une expérience qui crée du lien social, mais c'est aussi la relation de mentor, en fait c'est un développement mutuel. Et le mentor, il développe des compétences
qui sont évidemment des compétences utiles sur le plan sociétal, mais qui sont aussi des compétences très utiles dans l'entreprise. Donc ce sont des compétences relationnelles, soft skills, dit-on en anglais. Tous les spécialistes du recrutement, tous les acteurs RH, j'en fais partie, savent que ce qui est déterminant pour la réussite d'installer dans un poste, c'est majoritairement les compétences relationnelles. Et donc donc, quand on est mentor, on développe ça. Alors, on a travaillé avec la Fondation, avec le collectif pour le mentorat, d'identifier quelles étaient les 5 principales compétences clés d'un mentor. Je vais essayer de vous les citer de mémoire. J'espère que vous me pardonnerez si je regarde ma fiche. Attention, là, parce que là, vous êtes dissipé. Cette information est inédite. Attention, la première SNCF, compétence, avec le collectif mentorat, sort un référentiel de compétences officiel et va le mettre dans les évaluations. Attention. Il y a 5. Voilà. Il a peut-être pas les 5. Et on fait une interro ensuite. Hein. La première compétence, c'est l'adaptabilité. La deuxième compétence, c'est l'empathie. La troisième compétence, c'est l'intelligence des situations. La quatrième compétence, c'est le développement des autres. Et la 5e compétence, c'est l'écoute active. Les voilà. Il a à peine regardé ses fiches, Erika. Ah non, mais qu'Éric les connaisse. J'ai un scoop. Mais c'est un scoop. Voilà. Ces 5 compétences sont désormais dans le référentiel de compétences du groupe SNCF et on compte bien les utiliser. Merci beaucoup, Eric. Vous pouvez l'applaudir très fort. Et le groupe SNCF, merci beaucoup. Nathalie pour le groupe CRIT. Je vous invite à rejoindre vos places. Merci beaucoup. Erika, vous restez avec moi, s'il vous plaît, parce que vous m'avez parlé tout à l'heure des enjeux qui concernent les entreprises, mais il reste un enjeu qu'on n'a pas évoqué et qui concerne les branches professionnelles. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, et juste avant, parce que j'ai oublié de le dire, j'ai précisé qu'il y avait un enjeu territorial, et y compris en Dromcom, parce que quand on a fait le point avec sur la politique publique, là, ce sera vraiment important aussi qu'on ait des mentors dans les territoires d'outre-mer. Voilà, donc article 1 y est, NQT, Télémac, nous on se lance, mais je tenais à le préciser parce que il va y avoir un vrai enjeu également avec les entreprises d'outre-mer. Voilà. Les branches donc, professionnelles. Les branches pour pas perdre merci trop de d'avoir temps. précisé. Effectivement, donc on s'est dit, le collectif mentorat, c'est un collectif d'associations qui crée une politique publique. En face, c'est important d'avoir des collectifs également d'entreprises. Et donc, on travaille déjà, on a des conventions avec l'ANIA, avec l'UIMM. On est en discussion avec plusieurs fédérations. Et ce soir, et on en est super fiers, au-delà de notre très belle collaboration avec le collectif des 38, bientôt 39. on a, bientôt 39 en plus, on a grâce à Gilles Vermaux-Desroches, qui nous aide beaucoup au titre de Schneider et de toutes ses autres responsabilités, la joie de pouvoir signer une très belle convention avec le MEDEF. Donc voilà, ça fait vraiment sens aujourd'hui. Combien de ces On va le faire là maintenant ? Bah oui, on va pouvoir. Ça s'applaudit très très fort, mesdames et messieurs. J'ai demandé donc au coprésident de la commission jeunesse du MEDEF, Gilles Vermaux-Desroches, de nous rejoindre, ainsi que notre président du collectif mentorat, Christophe Paris, pour la signature très officielle de cette convention. Christophe, c'est pas encore l'apéro. Vous pouvez l'applaudir, Christophe, s'il vous plaît, ou le siffler. Pardon. Ce que vous préférez. Ah non, alors attendez. C'est de l'autre côté, c'est un petit peu... C'est pas bien fichu, là, le CESE. Hein. Faudra leur dire, hein, cette 3e assemblée, là. Voilà, ça... Bonsoir. Voici la convention... Ce n'est pas la convention. Non. C'est le texte de la tribune. La convention est... juste ici, dans cette pochette très officielle, elle aussi. Erika, vous êtes partie ? Je crois, oui. Moi, c'est Gilles et Christophe qui signent. Hein. Voilà un moment presque historique, j'allais dire, puisqu'il est déjà pré-signé d'ailleurs, que notre photographe va pouvoir immortaliser également. Signature de cette convention. On dit un petit mot après ou avant ? Oh bah, vous pouvez dire un petit mot maintenant.
Non, d'abord, moi, je suis super content d'être là. Merci Christophe pour cette initiative. Je suis content pour 2 raisons. D'abord, il se trouve que vous avez fait beaucoup d'élégance aujourd'hui. L'endroit où je suis assis, c'est l'endroit où je suis assis tous les mercredis, puisque au nom du groupe entreprise, je suis conseiller au CESE, et je trouve fabuleux que cet événement ait lieu au CESE. Vous savez, le CESE, dans sa réflexion, à la fois quand il invite des citoyens, mais à la fois quand les conseillers qui représentent les acteurs engagés sont là, réfléchit beaucoup à des sujets dans lesquels ce dont on parle ce soir est clé. Si on parle des 2 dernières saisines du CESE, la dernière c'était, je vais reprendre le titre exact, le renouvellement des générations dans l'agriculture, et celui d'avant c'était pour des politiques de jeunesse structurantes et adaptées aux enjeux du XXIe siècle. On est bien dans ces 2 dernières saisines qui sont passées dans la discussion au CESE, dans une proximité avec ce qu'on fait ici sur la question du mentorat et sur la nécessité d'accompagner des gens. Donc pour ce sujet-là, je trouve super que vous ayez fait cet événement ici. Je ne suis pas le président ni mandaté par lui, mais je suis heureux de vous accueillir en tant que conseiller. Et puis de fait, Patrick Martin, qui est le président du MEDEF depuis peu de temps, a dès le début de cette présidence souhaité qu'on travaille profondément sur la question de la relation entre l'entreprise et la société. Et m'a donc confié, avec la directrice de Nestlé France, d'être le coprésident d'une nouvelle commission qui s'appelle l'entreprise dans la société et l'inclusion, et dont l'enjeu c'est bien de réfléchir à quel est l'agenda des solutions que peut porter l'entreprise, mais aussi comme dans son rôle de porteur de liens avec les fédérations, les MEDEF territoriaux. Le MEDEF, ça représente à peu près 200 000 entreprises en France, de réfléchir à ce sujet. Au fond, la réflexion, elle commence par et je vais être très court, par une question de définition. La définition peut-être la plus simple de l'entreprise, c'est l'entreprise crée de la richesse pour, dans l'ordre alphabétique, ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et la société civile. Et c'est un intérêt bien compris de l'entreprise de se mobiliser dans la société et sur le territoire. Et dans cette mobilisation, d'être attentif aux jeunes, c'est un sujet clé. Il n'y a pas d'avenir pour nous s'il n'y a pas d'avenir pour les jeunes. L'avenir des jeunes, c'est l'avenir de la société. Une société qui essaierait de faire quelque chose sans s'occuper de l'avenir des jeunes, elle louperait sûrement une marche pour son propre avenir à elle. Et donc, au fond, contribuer à une éducation de qualité dans laquelle il y a des savoirs, mais il y a aussi des savoir-faire et des savoir-être. Et on sait que dans cette relation mentoré-mentor, il y a tout ce qui se passe autour de ces enjeux qui sont clés dans les moments de recrutement. Et c'est pas Thibaut, avec qui j'en ai déjà parlé depuis très longtemps, qui me contredira. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de le féliciter pour sa nouvelle responsabilité. On a félicité des gens, on a félicité des gens qui quittaient leurs responsabilités. On peut aussi féliciter ceux qui trouvent une nouvelle responsabilité. Et on applaudit. Voilà. Et en espérant qu'il l'ait pour longtemps. Premier point. Et puis, deuxième point, c'est un peu Mozart qu'on assassine pour le monde de l'entreprise. Donc c'est vraiment un intérêt bien compris d'accompagner des jeunes pour qu'ils aillent au plus loin de leur capacité et qu'ils mettent le pied à l'étrier. Cette convention, c'est ça. C'est donc une évidence et c'est une accélération avec vous, avec le collectif, dans les territoires, dans les fédérations. On aura des démarches de mobilisation pour inviter tout le monde à se pousser. Et puis deuxièmement, par cette signature, on va aussi réaffirmer le lien entre le MEDEF et tous des réseaux engagés. On a parlé du collectif pour une économie plus inclusive, d'NQT, mais de C'est possible, de 100 chances, 100 emplois et de bien d'autres. Et on va, par ces 2 démarches-là, essayer de contribuer à arriver à ces 300 000 mentorés signants. Merci. Je vérifie si c'est bien signé. Oui. Hein. Quand même, oui, c'est bien signé. Voilà. Et Patrick Martin a déjà signé. Ça s'efface pas, ça c'est Non, bon. ça s'efface pas. C'est bon, Voilà. très bien. Et après, quand on a signé, il faut qu'on se fasse une poignée de main, Christophe. Ça se fait comme ça. Vous pouvez les applaudir encore très fort. Cette convention, ça y est signée ici, dans ce lieu aussi symbolique qu'est le CESE. Merci beaucoup. Bah oui, il veut le double. On la lui fait pas. Quand même. Christophe, pendant que vous donnez ce double, vous restez avec moi. S'il vous plaît, vous remontez par cet escalier. Regardez, hop, 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 hop. Juste ici, pour conclure cette soirée de lancement. Oui, très rapidement, parce que la soirée a été longue. Excusez Madame la secrétaire d'État
qui n'est plus secrétaire d'État, qui le sera peut-être encore demain, mais voilà, Prisca Thévenot devait être parmi nous en début de soirée, et puis voilà, la démission de la Première ministre et donc du gouvernement fait qu'elle n'a pas pu se joindre à nous. Ne dites pas feu Prisca Thévenot, hein. Non. Faites pas le coup, hein. Non. On lui souhaite d'ailleurs plein de bonnes choses pour le nouveau gouvernement qui va être annoncé. Mais voilà, ça c'est. Non, on voulait pour conclure vous dire que ce qu'on fait quand même, et je disais en introduction, il y a dans ce qu'on a envie de porter collectivement, c'est à la fois changer en vrai le parcours d'un certain nombre de jeunes et de permettre le contact entre mentor-mentoré, le lien social. Mais on a aussi, et à travers ça, c'est aussi une volonté de transformation sociale. Et cette question-là, elle se porte en France, mais elle se porte aussi en Europe. Et la question de l'accueil, la question du lien, la question de la lutte contre les inégalités, elle se pose en France, elle se pose aussi ailleurs. Et le mentorat, c'est une démarche qui est maintenant très présente en Europe depuis une vingtaine d'années et qui, dans chaque pays, est en train de grandir. Et dans les pays en Europe, il y a un pays qui est singulier, c'est la France, parce que le développement qu'on a eu sur le mentorat est très singulier et très qualitatif. Et donc, tous les 2 ans, il y a ce qu'on appelle un summit européen. Tous les 2 ans, depuis une dizaine d'années, il y a un grand summit qui réunit l'ensemble des acteurs du mentorat. Et je suis très content que, justement, pour regarder comment on fait, nous, les Français, mais aussi échanger avec d'autres pratiques, ce summit européen va avoir lieu en France, le 24, 25 et 26 avril, à la Sorbonne. Et on va réunir l'ensemble des acteurs du mentorat en Europe pour échanger, discuter sur les questions de qualité, sur les questions de lien, sur les questions de développement. Et ça va être quelques mois avant, quelques semaines avant les élections européennes. Et pour moi, ça a aussi du sens politique. C'est aussi de dire que, à travers le mentorat, en Europe, et le développement du mentorat en Europe, c'est aussi la volonté de créer aussi une Europe des citoyens, et que cette Europe, elle ne se construira pas durablement si ce n'est pas une Europe aussi de la citoyenneté. C'est une Europe qui doit être plus égalitaire, c'est une Europe qui doit être plus accueillante, qui doit être plus inclusive. C'est ce qu'on va aussi porter le 24, 25, 26. Et vraiment, on vous invite tous à vous inscrire, et on vous donne rendez-vous tous les événements du mois de mentorat. On vous donne rendez-vous dans tout ce qu'on va organiser d'ici le mois d'avril, mais on vous donne aussi rendez-vous le 24, 25 et 26 avril. Un grand merci à tous les mentors, un grand merci à tous les mentorés. Je crois qu'on a remercié les coordinateurs de mentorat, les chargés de mentorat. Je crois qu'aussi, voilà, ceux qui décident d'être mentorés, c'est aussi une implication forte. Et merci à tous les partenaires qui font que voilà, cette utopie qu'on a posée il y a 4 ans avec quelques-uns est en train de se transformer, et que quelque part on est en train de transformer ensemble la société. Je crois qu'elle en a plus que jamais besoin. Un grand merci à vous, et puis je donne vraiment la conclusion aux Européens qui vont vous dire un mot. Merci à toutes, merci à tous, et à très vite. Dear friends of Mentoring in Europe, a warm welcome to join the 5th edition of the European Mentoring Summit, which is our biannual European event where we gather together to exchange, to learn from each other, and to improve in our impact and our reach. The European Mentoring Summit in April 2024 will be a unique opportunity to meet and share best practices about mentoring. Mentoring scaled up in France within 3 years, thanks to strong support from the state. We will talk about it. The European Mentoring Summit is the event to connect and get inspired for all mentoring fans. So I attended the last summit, and I will definitely not miss the Paris summit. I will be there with the delegation from Germany, and I'm really happy to meet you there. Mentoring is at the forefront of social innovation across Europe.
Now is the time to make ourselves more visible. We are at a point where we need to build our infrastructure transnationally and create a diverse and powerful mentoring ecosystem. I will be there. J'y serai. Allí estaremos. Ich werde dabei sein. Ich bin in Paris dabei. On y sera. Allí serem. Io ci sarò. Yo estaré allá. Ik zal er zijn. Ich werde da sein. Nosaltres hi serem. Ich werde dabei sein. On y sera. We will be there. Voilà un autre rendez-vous à marquer sur votre agenda. Il me reste à remercier toutes les équipes du collectif Mentorat de nous avoir rassemblés ce soir. Vous pouvez les applaudir très très fort. Merci aux équipes techniques aussi qui ont rendu possible cette soirée. J'embrasse tout particulièrement Fiona et Mathieu pour m'avoir aussi bien aidé à préparer cette soirée. J'aimerais qu'on applaudisse aussi notre codeuse et nos interprètes en LSF qui nous ont accompagnés aussi toute cette soirée. Et avant de passer au cocktail qui nous attend à la sortie de cet hémicycle, Eric a dit ce sera gratuit ce cocktail. J'aimerais inviter sur scène toute l'équipe du collectif Mentorat, le conseil d'administration, les intervenantes et les intervenants de ce soir, en particulier nos lecteurs et lectrices que je remercie encore. Venez, rejoignez, vous pouvez les applaudir très très fort pour une photo de famille.